Alors Accro, c'est une association qui existe depuis 3 ans et demi. On est basé à Strasbourg, à la Cruteno. Et notre mission, en fait, c'est de soutenir le développement économique des industries culturelles et créatives, donc sur le territoire. Et c'est dans ce cadre qu'on organise maintenant, pour sa 3e édition cette année, les rencontres entreprises design, dont l'objectif, en fait, est de mettre à l'honneur des entreprises qui ont collaboré avec des designers, puisque le design est l'une des filières importantes parmi les industries culturelles et créatives. Donc merci beaucoup à l'école d'architecture de nous accueillir ce soir. On est vraiment très heureux de pouvoir organiser cette manifestation avec vous. Alors il y a 4 ans, les premières rencontres entreprises design s'étaient déroulées chez Aguerre. L'année d'après à la Chambre de métier. Donc cette année, on est ici à l'école d'architecture. Et donc ce soir, on va vous présenter plusieurs binômes d'acteurs, donc entreprises et designers, des témoignages, voilà, on l'espère, qui vont vous plaire. On a également choisi un thème important qui est revenu lors de nos discussions avec les différents partenaires qu'on a rencontrés pour préparer cette nouvelle édition. Et donc c'était l'éco-conception qui revenait de façon très régulière et qu'on a envie de mettre à l'honneur ce soir. Donc j'espère que les contenus du programme vont vous plaire. Et bien sûr, il y aura un petit cocktail tout à l'heure en fin de programmation. On pourra échanger, on pourra vous parler d'Accro un petit peu plus longtemps et vous indiquer l'ensemble des actions qu'on fait le reste de l'année. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Madame la ministre, Madame les responsables de l'association, je suis très content d'accueillir ce soir donc cette réunion avec des professionnels qui va permettre de mettre en relation des étudiants et des professionnels sur le thème du design, sachant qu'évidemment la frontière entre design et architecture d'ailleurs existe-t-elle? En tout cas, à mon avis, non, mais ce serait un vaste sujet. Enfin, en tout cas, l'histoire le prouve. Beaucoup de designers ont une carrière d'architecte très connue. Je pense à Robert Mallet-Stevens qui avait fait les Arts déco et qui a été un des architectes les plus connus des années 30. À Eileen Gray aussi, qui a commencé par faire des meubles en laque et ensuite du mobilier et de l'architecture et dont l'influence est extrêmement grande sur le mouvement moderne. Et plus récemment, des gens comme Philippe Starck ou Jean-Michel Villemotte. Philippe Starck, je me souviens, quand j'étais étudiant, il dessinait les robinets, je crois, de la salle de bain de l'Élysée pour Madame Mitterrand. Et aujourd'hui, il a une carrière d'architecte. Donc, bien évidemment, les frontières sont très poreuses entre design et architecture. Et un deuxième point, c'est extrêmement important de pouvoir mettre en relation les étudiants avec le monde professionnel, avec les réalités. Je rappelais simplement que très récemment, la ministre Françoise Nyssen, donc lors de son discours à Orléans pour la première biennale d'architecture à Orléans, a rappelé toute l'importance du côté professionnalisant des écoles d'architecture qui sont pas seulement académiques mais professionnalisantes, et donc l'importance de mettre en relation très tôt les étudiants en architecture et en design avec des professionnels de façon à se nourrir chacun de leurs expériences. Donc je suis très content que ce soir on concrétise cette volonté et je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie une nouvelle fois Madame la Ministre d'être présente, puisque je suis arrivé depuis très, très peu de temps à l'école, mais c'est la 3e fois que vous nous faites l'honneur de votre présence, et c'est toujours un grand plaisir et un grand honneur. Et ça prouve que vous plaisez beaucoup dans cette école. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur Briand. Oui, c'est vrai, ça fait la 3e fois, je me faisais cette réflexion, mais ça faisait très longtemps que j'étais pas revenu à l'école d'architecture. Je voudrais vous remercier de nous accueillir ici. C'est une école qui réfléchit à l'espace urbain, à la forme urbaine, mais aussi à l'habitat extrême. Dimanche prochain, c'est-à-dire après-demain, vient le directeur général de l'Agence européenne de l'espace présenter le projet de Moon Village dont nous parlions et qui peut être un terrain de jeu tout à fait intéressant pour ceux qui veulent travailler sur les conditions de vie un peu extraordinaires. Je voudrais remercier Delphine Cabalion qui dirige Accro et qui travaille avec Valentine Lepage
elles sont complices pour tous les mauvais coups, non, tous les bons coups, et en particulier tous ceux qui permettent de faire avancer les entreprises créatives à Strasbourg. Je voudrais aussi saluer Philippe Riding, que je mets un peu en retard. Malheureusement, je devais terminer une réunion extrêmement importante. Et du coup, ça m'a mise en retard. Mais bon, ça fait partie de la multiplicité des responsabilités. Elles ont été ces réunions, ces rencontres entreprises design ont été initiées en 2014 par Accro parce que il était question de pouvoir sensibiliser les entreprises aux bénéfices du design. Vous savez que nous sommes très attachés à marier, à faire un peu le jeu des entremetteurs entre les entreprises plus traditionnelles, les entreprises plus culturelles, les entreprises de création, parce que nous sommes convaincus qu'il y a des opportunités de rencontres et de travail. Il y a aussi des succès commerciaux dont nous pouvons attester aujourd'hui dans ces rencontres-là. Les entreprises de design ont besoin aussi de se faire reconnaître et de faire reconnaître leur place dans la conception des objets du quotidien comme des objets les plus extraordinaires que nous aimons, auxquels nous nous attachons, et la forme d'un objet peut tout changer dans l'appréciation du sens et de l'intérêt que l'on peut avoir à toutes sortes, je dirais, de réalisations. Donc pour nous, dans un moment où nous voulons aussi mettre en valeur ce que représente l'ensemble de ces métiers, nous sommes heureux de voir que des entreprises industriels comme Aguerre en 2014 avait accueilli cette réunion, mais aussi où il y avait eu des présentations de rencontres entre industriels et designers. La deuxième édition avait été co-organisée avec la Chambre des métiers et avait été centrée sur les métiers de l'artisanat. Et pour cette édition 2017, la thématique de l'éco-design a été choisie par Accro afin de pouvoir aussi orienter les échanges sur le rôle du designer dans les processus d'éco-conception. Nous sommes toujours dans cette vision qu'on ne peut réussir de transition que si on est créatif et si on est ouvert à la création, et on se rend compte aussi que ceux qui s'y sont intéressés aujourd'hui pratiquent dans leur entreprise soit les hackathons, soit ces rencontres, parce qu'ils y ont trouvé une mobilisation de leur personnel, parce que certains parmi leur personnel se sont révélés particulièrement créatifs, parce que la rencontre aussi s'est jouée entre des professionnels du design, de la création, avec un certain nombre de gens qui se pensaient pris dans, je dirais, dans un travail peut-être plus répétitif, intéressant, mais plus lié à l'activité d'ingénieur. Et ces rencontres redessinent en quelque sorte le périmètre des enjeux qui se posent aujourd'hui en matière de transition énergétique, en matière d'économie circulaire. Et bien sûr, l'éco-design, c'est aussi la façon dont on peut récupérer des matériaux, dont on peut démonter, dont on peut réduire aussi l'utilisation des matériaux, être plus sobre, je dirais, dans éviter les déchets, les chutes, mais aussi contribuer à la réduction énergétique, et puis réfléchir à la pérennité des produits et penser aussi à réduire les substances toxiques dans la composition des produits. Mais au-delà, je dirais, de ce qui est plus matériel, il y a aussi le design de service qui est aussi important pour l'évolution des entreprises. Donc, en fait, nous sommes heureux, en tant qu'Eurométropole, d'être associés avec Accro et l'école d'architecture pour l'organisation de cette rencontre, puisque l'école a mis à disposition gracieusement l'amphithéâtre et l'espace cocktail. Nous nous sommes occupés davantage des choses plus consommables, disons.
Et puis, il y a aussi, bien sûr, des partenaires, les pôles de compétitivité Fibre Énergie Vie, Hydreos, le pôle d'aménagement de la Maison d'Alsace, la CCI, Alsace Métropole, la Chambre des métiers, la DIRA, l'UFR des arts de l'Université Strasbourg, la IR, et l'association ID. Donc, vous voyez que les partenaires sont aussi importants et nombreux. Et nous avons cet invité d'honneur qui est l'Institut français du design, ce qui permet effectivement d'avoir aussi une rencontre intéressante et plus approfondie de ce que nous voulons traiter ensemble. Pour nous, il s'agit bien aussi d'une création de valeur. C'est une manière de soutenir l'emploi, c'est une façon de créer des opportunités pour les entreprises. Et si on vous dit que sur le territoire de l'Eurométropole, on voit que ces entreprises créatives représentent 3000 établissements, près de 10 000 emplois, 8% du stock des entreprises en 2016 pour ce secteur, vous constatez que c'est un secteur extrêmement important. Mais on pense peu à lui parce qu'il est plus diffus, parce que ce sont des entreprises plus petites. Et au fond, on attend un peu que ces entreprises ou ces créateurs défrayent la chronique pour pouvoir s'y intéresser. Nous, ce que nous voulons, c'est aussi montrer l'effet plus massif que représente un secteur clé de notre développement économique et de notre attractivité, depuis la formation, depuis les écoles, jusqu'aux entreprises constituées. Et dans cette semaine de l'entrepreneuriat, puisque nous avons inscrit l'entrepreneuriat dans notre feuille de route comme l'une des valeurs aussi que nous souhaitons porter, eh bien, ces entreprises créatives jouent un rôle prépondérant en contribuant aux dynamiques de partage et d'expérimentation, aux transitions, je le disais, de l'économie traditionnelle, au développement d'une métropole de la connaissance et de la créativité. Nous lions les deux. Et c'est aussi la possibilité, évidemment, d'offrir des opportunités aux jeunes qui sortent des écoles, et nous espérons que plusieurs d'entre eux pourront aussi trouver l'occasion, soit de créer leur entreprise, soit de trouver de l'emploi dans des entreprises, en tout cas de pouvoir transformer en quelque sorte leur diplôme. Donc cette semaine affirme le rôle délibérément moteur de ces entreprises dans l'économie, dans la dynamique entrepreneuriale. Et pour faire un focus plus direct sur Strasbourg, ce sont 300 établissements supplémentaires qui ont été créés entre 2009 et 2014. Ça vaut la peine d'avoir un observatoire parce qu'on se rend compte de la dynamique de création dans ce secteur. C'est une étude de l'ADEUS. Le secteur du design et des arts visuels est la première filière créative en termes de création d'établissements sur le territoire métropolitain. Mais je crois qu'on peut dire vraiment que le design se déploie dans plusieurs dimensions. Pour ne citer que quelques secteurs, le design de produits, je pense en particulier aux travaux qui sont réalisés par l'association ID, qui fédère une vingtaine de designers strasbourgeois et qui fête ses 10 ans dans ces temps-ci. Le design industriel, avec la présence de nombreuses entreprises du territoire qui travaillent avec des designers. Je pense pas seulement à Egger, je pense aussi à Soprema, à Steelcase. Le design d'espace, avec l'organisation par la CCI des concours de commerce design qui distinguent des partenariats particulièrement réussis entre restaurateurs ou hôteliers et designers ou architectes d'intérieur. Mais nous avons aussi salué le design culinaire, le design numérique et le design d'usage. Donc ça fait beaucoup de possibilités, c'est un véritable éventail. Et le design s'exprime sur le territoire sous des formes particulièrement variées, innovantes aussi. Je parlais des hackathons, le Hacking Health Camp qui voit pas mal de contributeurs participer à ces travaux, le Hacking Industry Camp. Les designers sont très recherchés, parfois pas assez nombreux présents dans ces moments-là de compétition. Les appels à projets transsectoriels comme Tango et Scan, qui est un peu notre marque de fabrique, signature,
qui est un projet qui permet de lier un projet immobilier, un designer ou des designers ou des artistes créateurs, architectes, architectes non, mais sculpteurs ou autres artistes, les Fab Labs, le design aussi dans le cadre des politiques publiques qui permettent de travailler sur les usages et qui sont extrêmement importants à constater, comme par exemple le projet de fabrique de l'hospitalité avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui permettent d'améliorer le parcours du patient. Et c'est une des caractéristiques d'un projet qui est un projet de grande ambition, puisque c'est la suite, si vous voulez, des projets d'investissement d'avenir. Et nous allons demain faire notre pitch pendant 3 quarts d'heure pour essayer de remporter la sélection. Il s'agit de pouvoir mettre en quelque sorte, réussir cette transition du patient un peu, victime de sa maladie et assez immobilisé, je dirais, dans la chaîne de soins, en patient actif, contributeur, expert, collaboratif, quel que soit son territoire, puisque nous irons développer notre projet avec 3 intercommunalités près de Saverne. Donc, nous sommes engagés sur des expériences que nous souhaitons réussir et transmettre. C'est le cas pour Tango Escan, qui a permis d'associer maintenant Mulhouse, Nancy et Metz. Et vous savez, quand vous associez Nancy et Metz, c'est toujours un événement. Du coup, Mulhouse s'est senti invité à la table, et c'est bien. Mais nous espérons aussi, et je le disais à propos de ce projet TIGA, j'y insiste un peu parce que nous aurons l'occasion de faire appel à ceux qui seront intéressés dans le déroulement du projet sur ce travail aussi de design et d'éco-conception, puisque le cadre de vie, le bien-être font partie évidemment de cette initiative sur la santé, comme d'ailleurs aussi le fait de mettre les gens en mouvement. Donc le rôle de la collectivité dans cette dynamique, c'est pour nous de pouvoir réunir les conditions adéquates qui permettent d'aller plus loin, de développer davantage, de permettre aussi une adhésion et un partenariat avec les entreprises. Je dois dire que je suis assez heureuse d'avoir lancé un projet avec le port autonome, avec ID Alsace, et puis Thomas Kofik qui est là, sur l'écologie industrielle, parce que l'un des industriels qui fait appel aussi au design me disait, je sais pourquoi, alors que je suis invité à mettre mon siège dans le monde entier, je le maintiens ici à Strasbourg. C'est qu'à Strasbourg, il y a une école de chimie, il y a une université formidable, il y a des gens créatifs, et tous ces éléments-là, je ne les trouve qu'ici. Et donc, c'est aussi ça qui fait le bonheur, je dirais, d'un chef d'entreprise, mais qui est une chance absolument considérable pour nous. Voilà. J'espère que vous serez heureux de ces moments, de cette soirée, de ces rencontres. C'est tout ce que nous souhaitons. Et que vous puissiez, puisque c'est la semaine de l'entrepreneuriat, avoir aussi beaucoup de succès dans vos entreprises. Merci beaucoup, merci à tous pour ces textes d'accueil et d'introduction. Je me présente très rapidement, Philippe Rilling, je suis designer spécialisé en éco-design, en éco-conception et également maître de conférences associé à la Faculté des Arts de Strasbourg. J'ai la lourde tâche de vous expliquer l'éco-design en 10 minutes. Donc suivez-moi, c'est parti. Pour parler d'éco-design, assez rapidement, je suis obligé d'introduire le design, bien évidemment, et je souhaite désamorcer quelque chose très rapidement. Très souvent, on entend qu'il y a des choses qui sont design. Or, c'est un adjectif, ça ne veut strictement rien dire. Ça reviendrait à dire que la Joconde, c'est peinture. Voilà. Donc, le design, c'est une méthodologie de travail, ce n'est absolument pas un adjectif qualificatif. Le designer a pour vocation, après analyse technologique, économique et esthétique, de créer des formes, matières, couleurs, structures, permettant d'améliorer tous les aspects de l'environnement humain conditionné par la production industrielle. Plus ou moins la définition de l'Union française des designers industriels sur laquelle ils se sont mis d'accord et qui, aujourd'hui encore, explique très bien ce qu'est le métier. Et puis cette phrase que j'aime particulièrement de Roger Talon, le design n'est ni un art ni un mode d'expression, mais une démarche créative méthodique qui peut être généralisée à tous les problèmes de conception. À partir de là, comment travaille un designer ? Tout d'abord, c'est une rencontre avec un client, avec une collectivité territoriale,
dans un marché public avec une start-up. Voilà. Ensuite, c'est un briefing. On va beaucoup discuter, on va synthétiser, on va créer un cahier des charges. Ensuite, c'est généralement la phase de recherche dans laquelle on va analyser les objectifs, faire un brainstorming, créer des esquisses, des concepts, définir des matériaux qui potentiellement peuvent être utilisés dans le projet, faire une évaluation technique, des pré-modélisations de la maquette et une présentation au client. Ensuite, on va généralement valider cela en discussion. On va sélectionner un des projets, parce que dans les recherches, c'est souvent foisonnant. On va le réorienter, on va possiblement le corriger, on va réévaluer le projet et on va en faire un rendu réaliste sous forme de maquette ou de modélisation 3D réaliste. À partir de là, on va rentrer dans la phase de développement qui va consister à valider le projet, à l'intégrer techniquement, à le modéliser avec les implémentations techniques et à réaliser les plans qui vont nous amener au proto. Le prototype, je salue Monsieur Chalère, qui va nous permettre de faire des tests mécaniques, les tests d'usage, les retours usagers, les vérifications de cadence de production, les vérifications des coûts, et sûrement nous amener sur des modifications, puisque, il faut le savoir, c'est une règle, le premier proto ne fonctionne jamais. Et ensuite, on va aller sur la commercialisation, sur la mise sur le marché, et à partir de là, souvent, le designer va suivre encore amoureusement le projet, mais va quitter un peu le bateau à cet endroit-là. Maintenant que vous avez plus ou moins cerné ce qu'est le design, rentrons dans l'éco-design. C'est exactement la même chose, mais en réfléchissant au fait de permettre de réduire les impacts négatifs sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit, et cela pendant tout le temps de la phase de conception. On entend par produit tout bien, service ou procédé proposé par une entreprise, et par éco-produit tout produit entraînant moins d'impact sur l'environnement et offrant un service comparable. Ça, c'est une chose très importante. Si vous vous mettez à produire un projet qui est éco, mais qui, en termes d'usage, en termes de prix, en termes d'un certain nombre de choses, est sous-évalué ou surévalué, c'est difficile de faire un comparatif et donc d'être concurrentiel sur un marché. Donc, ça s'entend toujours dans le sens où on fait la même chose et la même qualité. Je vais baser une grande partie de ma présentation en m'orientant sur cet outil-là qu'on appelle une ACV, une analyse de cycle de vie, et qui pour moi résume assez bien les questions à se poser lorsqu'on mène une démarche d'éco-design. Donc, une analyse de cycle de vie, c'est se poser la question de la matière première, de la fabrication, de la distribution du produit, de l'utilisation et de la fin de vie. Donc encore une fois, un designer ne fait pas que dessiner un produit, il se pose la question. Il doit se poser la question, selon moi, de comment on produit, quels matériaux, quelles machines on utilise, comment tout ça est emballé, comment tout ça est transporté, et ensuite comment tout ça est utilisé, et bien évidemment, en fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait? Si on fait un petit focus, les matières premières, il faut se poser la question de l'extraction du milieu naturel, de l'entreposage de ces matériaux, du transport vers le lieu de transformation, de l'opération de transformation, de l'entreposage, du transfert vers le lieu de fabrication. Pendant la fabrication, on va utiliser encore une fois du matériau, de l'énergie, potentiellement des emballages. On va le transporter vers le distributeur. Et encore une fois, certains produits utilisent plusieurs composants, donc tout ça est à se reposer à l'échelle du nombre de composants qui composent le produit. D'accord ? La distribution, en fait, on va présenter le produit à un endroit, potentiellement une grande surface qui va utiliser des luminaires, qui va utiliser un certain nombre de choses pour mettre en valeur le produit. Encore une fois, on consomme de l'énergie. Enfin, toujours la même chose. Étalage en magasin, transport vers le lieu d'utilisation. Donc là aussi, on se repose ces questions-là. L'utilisation, c'est à ce moment-là où on a le produit, nous, en tant qu'usagers, on l'utilise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on consomme de l'électricité? Est-ce que il y a des dégagements gazeux, des créations de chaleur, des déperditions de chaleur? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et se poser la question de la réparation, bien évidemment. Et si notre produit nécessite des consommables, comment est-ce qu'on gère ces consommables? Et enfin, la fin de vie, bien évidemment. Il y a différents scénarios possibles à garder en tête. C'est que lorsque le produit ou le service n'est plus en mesure de remplir sa fonction, est-ce qu'on peut le réutiliser? Est-ce qu'on peut le recycler? Est-ce qu'on l'incinère ou est-ce qu'on l'enfuit? Ou est-ce qu'on peut le surcycler? Est-ce qu'on peut le donner? Est-ce qu'on peut, voilà. Là, encore une fois, toutes ces questions sont à se poser pendant la phase de conception, puisque tout ça aura un impact sur la façon de dessiner le produit.
Pour schématiser très rapidement, quand vous dessinez un produit, il y a des choses qui sont, on appelle les entrants, donc qui sont les matériaux et l'énergie, et des choses qui sont les sortants, qui sont les coproduits. Donc c'est des choses que vous générez quand vous fabriquez un produit. Ça peut être des restes de bus d'éjection, ça peut être des découpes de tôle, ça peut être des chutes de bois quand vous usinez un panneau, ça peut être plein de choses. Vous allez avoir des émissions atmosphériques obligatoirement, du CO2, de la déperdition d'énergie en fonction des machines que vous utilisez, des effluents liquides, des déchets solides, voilà. Donc encore une fois, quand vous avez tout ça en tête, la question, quand vous dessinez votre produit, c'est de savoir à quel endroit vous pouvez être influent pour réduire ces choses-là. Et vous avez une petite liste des impacts environnementaux, en dessous. Le but étant, en faisant de l'éco-design ou de l'éco-conception, de réduire le plus possible ces choses-là. Comment faire ? La chose la plus simple, c'est de faire un choix de matériaux de moindre impact. Donc déjà, par exemple, si vous prenez un bois qui fait 7000 km pour venir jusqu'à chez vous, il serait peut-être intéressant de se poser la question si vous ne trouvez pas plus près. Le plus près signifiera peut-être d'avoir un rendu un peu différent. Mais est-ce que le rendu de votre bois que vous trouvez moins veineux justifie 7500 km en plus que le bois que vous avez à proximité ? C'est une question que je pose comme ça. Il est intéressant de se demander la diminution du volume et de la masse du produit, tout simplement pour consommer moins. Et ensuite, la masse, c'est pour le transport, c'est pour consommer moins d'essence ou peu importe, puisqu'on transporte plus de poids. Donc on va essayer aussi de réduire la consommation énergétique nécessaire à la fabrication, puisqu'on est bien évidemment en capacité de savoir que telle machine ou telle machine consomme plus qu'une autre. Donc aussi peut-être de faire un choix, bon, je pense que Thibaut nous le montrera dans sa présentation, d'utiliser plutôt une machine qui consomme moins d'énergie qu'une autre, mais ce qui aura un impact sur la façon d'usiner le projet et donc sur la façon de dessiner le projet. Et bien évidemment, la fabrication locale. Le point numéro 3, c'est l'optimisation des systèmes d'emballage et de distribution. La question toute simple est, l'emballage carton est-il absolument nécessaire tout le temps ? Les systèmes d'emballage multirotatifs existent. Est-ce qu'on ne peut pas les développer ? Et puis, quel type de transport ? Là aussi, des choses à voir en termes de péniche, en termes de vélo, en termes de plein d'autres choses. La phase numéro 4, la réduction des impacts pendant l'utilisation. Donc là, c'est de se poser la question de... Bon, bien évidemment, il y a des produits qui, leur usage de base nécessite une consommation énergétique, on ne va pas la changer, ou alors on va en trouver une autre source, mais c'est pas toujours évident. Et l'optimisation de la durée de vie, ce qui signifie une conception robuste. Et bien évidemment, je ne vous parle pas d'obsolescence programmée, en 10 minutes, j'ai pas le temps, mais vous savez tous ce que c'est, et qu'en ce moment, on la combat plutôt bien. Et enfin, le 5, c'est l'optimisation de la fin de vie et penser à la valorisation, au recyclage, puisqu'un produit se pense aussi dans sa conception pour faciliter son recyclage. Pourquoi je vous fais tout ça sous forme de points ? Parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez évident à dire tout de suite, c'est que le produit vertueux à 100% n'existe pas. C'est impossible, puisque de toute façon, à partir du moment où vous générez un produit, vous consommez de la matière, vous générez du transport. C'est des choses qui peuvent être limitées, mais c'est assez rare de pouvoir agir sur l'ensemble des points en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels vous allez pouvoir pousser le curseur très loin, et d'autres, pas du tout. Mais en tout cas, il est intéressant de se poser la question sur l'ensemble des points. Je reprends une méthodologie de design, toute simple, analyse, recherche créative, choix, développement, fabrication, commercialisation. Ceci est un contre-exemple, c'est la mauvaise façon de faire de l'éco-design, c'est-à-dire c'est de se poser la question à la fin du développement, tiens, et si maintenant j'utilisais un matériau un peu propre ? À ce moment-là, c'est trop tard, en fait, puisque la seule chose que vous pourrez faire, c'est de la substitution. Vous allez par exemple vous dire, je vais prendre un plastique chargé de chanvre et je vais remplacer mon plastique polyéthylène et ça fera l'affaire. En fait, non. Puisque ça signifiera entreprendre des moules, ça signifiera exactement la même chose. Et vous avez dessiné un produit qu'ensuite vous tentez de rendre éco. En fait, non, il faut le penser dès le départ. C'est-à-dire à partir du matériau, à partir des machines, à partir de la conception, puisque vous ne dessinerez pas le même produit si vous faites le schéma 1 ou le schéma 2. Je vous extrais quelques exemples, juste pour illustrer des choses. Comment tenter d'améliorer des choses. Donc, par exemple, proposer un design pour la réutilisation et la récupération des matériaux. C'est un système de paravent. Pour le coup, il est en plastique, oui.
Par contre, tout le système d'articulation des charnières est pensé dans la même pièce. Donc c'est un monomatériau. Donc on n'a qu'une seule production, il n'y a pas d'assemblage de matériaux, il n'y a pas de collage, donc il y a une facilité de recyclage. Donc c'est une astuce de ce type, mais qui permet déjà de mettre un pied là-dedans. Pensez le démontage. Je ne vais pas vous citer des marques de smartphones aujourd'hui, mais moi qui ai changé de téléphone il y a 2 jours, on ne trouve plus sur le marché de batteries démontables. Toutes les batteries sont scellées. Par conséquent, la majorité des smartphones aujourd'hui ne sont plus recyclables. Donc un produit complexe se pense en termes de démontage, toujours. Quand vous vous mettez à faire des produits qui sont collés, avec des matériaux de provenance différentes, vous ne pouvez plus séparer les produits de matières différentes, vous ne pouvez donc pas les valoriser en fin de vie. Donc il faut les penser en termes de clipsage, en termes de système de démontabilité, pour que chaque matériau de nature spécifique puisse aller dans sa filière de production, ou dans sa filière de recyclage. Pensez à réduire la matérialité du produit. Un exemple de sèche-cheveux de transport où c'est en fait le tube, c'est un carton. Ça fonctionne. Donc on limite la consommation de plastique, on fait un moule plus petit, on utilise moins de plastique, on a un produit qui est plus léger. Donc on arrive aussi là à régler un certain nombre de problèmes. Tout simple, hein. Ça c'est un vieux produit, mais quand on est en utilisation, oui, on a la possibilité de chointer les piles, les batteries et tout ça. Il y a l'énergie musculaire. C'est un exemple parmi d'autres. Mais en phase de consommation et d'utilisation, on a aussi ce type de solution. Design pour la préservation de la matière première. Alors ça, c'est un projet d'Electrolux qui s'était amusé à récupérer des déchets plastiques sur une plage et à les mouler pour en faire ses coques d'aspirateur. C'est un projet un peu manifeste, mais ça donne à voir aussi qu'il y a des sources de déchets qui aujourd'hui peuvent devenir des sources de matières premières. D'utiliser aussi des produits limités en termes de substances toxiques, je pense aux finitions, je pense aux vernis, je pense aux peintures. Il y a des alternatives qui existent, qui sont moins invasives, qui sont moins problématiques en production, moins problématiques en termes de composés organiques volatiles. Donc il y a aussi ces questions-là à se poser, notamment dans le mobilier ou dans l'aménagement d'intérieur. Design pour de l'upcycling, surcyclage en français. C'est un peu différent que le recyclage. Le recyclage, en fait, on va prendre un produit, on va utiliser sa matière, on va la broyer pour en refaire une matière première qui retourne dans le circuit de prod. Le surcyclage, c'est d'utiliser un produit, de le détourner. Donc là, par exemple, c'est de la chambre à air de notre camion qui est réutilisée pour faire des sacs. Donc en fait, on ne va pas rebroyer entièrement la matière, on va simplement la détourner pour en faire autre chose. Et ensuite, le design de service, qui lui aussi peut être une réflexion, donc qui consiste dans la compréhension d'un parcours au sein d'un service vu à travers le parcours de l'usager. Et le projet que je vous montre là, je vous invite à aller le découvrir parce qu'il est long à expliquer, c'est les Ecovore, E-K-O-V-O-R-E. C'est les designers, les Faltasi, qui ont pensé en fait à tout un système pour rendre Nantes autonome, donc en récupérant les déchets des habitants, en générant du compost, des jardins, en allant alimenter des poules à l'extérieur de Nantes et que tout ça revienne par barge au centre-ville de Nantes. Voilà. C'est un projet utopique pour l'instant, mais c'est juste une façon de modéliser un écosystème qui pourrait être mis en place à l'échelle d'une ville. On se rend compte que j'ai parlé beaucoup de techniques, de choses un peu précises, mais derrière tout ça, la créativité du designer reste la clé de la réussite de ce projet, puisque de tout ça, on doit en faire, bien évidemment, de l'usage, de la symbolique, de la poésie, et ne pas oublier ce qu'est le métier du designer aussi derrière ça. Mais ça alimente notre contrainte. On est un métier de contrainte, un métier de cahier des charges. Notre but, c'est de savoir le détourner et de faire oublier qu'on avait autant de contraintes et de cahiers des charges au départ. Donc, dans la démarche d'éco-conception, la pleine prise en compte des critères en amont du projet élargit le champ d'action du designer en lui permettant d'être pleinement acteur. C'est une action globale, critère d'importance pour un projet pertinent et une forte innovation. Je vous mets juste ce petit schéma. Alors à garder en tête, ça va être compliqué, mais c'est ce qu'on appelle la symbiose de Kalundborg. C'est une ville au Danemark qui a pensé à connecter l'entièreté de ses industries. Donc c'est un petit fjord. Et les intrants, vous vous rappelez le schéma d'avant, les entrants d'une entreprise sont les sortants de l'autre.
Et l'entièreté de cette zone artisanale, industrielle, fonctionne de cette manière. Donc il y a de l'eau chaude qui sort d'une boîte de pharma, qui va alimenter une pisciculture, cette pisciculture, enfin bon voilà. C'est à peu près ça. Je vous montre ça parce que quand on construit un projet en tant que designer, il arrive qu'on travaille pour une industrie qui a son unité de production. Donc cette question se pose pas toujours, quoique il y a quand même du matériel à aller chercher. Mais on travaille aussi des fois avec des boîtes qui n'ont pas d'unité de production. Les unités de production sont à construire, ou en tout cas à agglomérer entre elles. Essayons de garder la symbiose de Kalundborg en tête pour agglomérer les entreprises de manière intelligente et pour ne pas générer des problématiques, trop de transport, et en tout cas faire en sorte que des déchets de l'un peuvent devenir de la matière première de l'autre. Quelques petits outils, analyse de cycle de vie, arbre des procédés simplifiés, bilan produit, quelques petites lectures, je vous invite à regarder. Voilà, prenez des notes très vite. Je crois que j'arrive au bout des 10 minutes. Et les quelques petits labels qui sont des choses qui peuvent vous intéresser aussi, chacun ayant sa spécificité, ce qui est peut-être un autre problème, mais j'ai que 10 minutes. Pour ce faire, maintenant, on va illustrer en fait un petit peu tous ces propos par des exemples, ce qui sera plus pertinent, plus dans l'action, plus sur le terrain. Donc la première équipe est composée d'Emmanuel Rombach et Monsieur Moritz. Le projet est, enfin moi je l'ai compris comme ça. Il y a plus une logique sur la matière première et sur l'usage. Donc réhabilitation d'une ferme, et je vais laisser l'équipe présenter le projet. Je remercie donc Accro et Philippe Rilling de nous avoir invités à présenter un projet qui est un projet d'objet un peu gros, puisqu'en fait il s'agit d'une ferme. Une ferme située dans le parc des Vosges du Nord, à Meisenthal, donc un territoire assez particulier en termes de design, puisqu'en fait c'est un village qui accueille le Centre international d'art verrier, une halle verrière aussi qui est très dynamique dans le domaine de la musique et des arts plastiques. Et donc cette ferme est située donc dans ce village, elle date de 1866. Elle a été donc réalisée à un moment donné par les habitants du village, a priori sans architecte, mais selon un modèle de ferme qui renvoie à une conception, je dirais, qui était très intéressante en termes de logique, de compacité fonctionnelle, puisqu'en fait elle associait le logement avec l'activité professionnelle agricole. Donc une efficacité d'un objet compact qui aujourd'hui s'est retrouvé à l'abandon depuis une dizaine d'années. On est donc dans un territoire qui, même s'il présente des qualités paysagères, culturelles, est relativement relégué. On est à peu près 40 minutes de Strasbourg, en Moselle, en Alsace. Et donc la ferme a été réalisée principalement en grès pour ses murs extérieurs, mais également en ossature bois pour la charpente et pour les murs refends intérieurs. Et donc la démarche en fait a été de relever évidemment l'existant, donc d'attacher un soin très particulier à ce qui préexistait, à comprendre la nature des matériaux, comprendre aussi cette fonctionnalité qui génère des volumétries très, très intéressantes. Donc une partie habitable qui... je ne sais pas comment marche le... Bon, c'est pas grave. Oui, voilà. Donc une partie habitation relativement compacte sur 2 niveaux et des volumes de stockage et de, je dirais, d'installation du matériel ou des animaux dans la partie grange. Et donc le parti pris architectural a été de dire, à partir de ces ambiances qui aujourd'hui sont certes un peu obsolètes en termes de confort, essayer de s'appuyer sur les qualités en présence tant en termes de spatialité que de matériaux pour pouvoir rejoindre, on va dire, les ambitions en termes de confort et de performance thermique actuelles. Donc l'utilisation de matériaux locaux, écologiques, a été au centre, je dirais, des préoccupations de l'architecte, des ingénieurs, mais également des entreprises. Donc,
L'idée était de réutiliser le bois, le roseau qui est présent dans le bâtiment au niveau je dirais des revêtements intérieurs qui étaient donc faits à partir de plâtre, de terre, de paille, de chaux. Le maintien de ce qu'on appelle, de façon un peu technique, la perspirance des murs, c'est-à-dire l'idée que les murs peuvent laisser migrer la vapeur d'eau dans un sens comme dans l'autre, ainsi que de la toiture, donc éviter les barrages, on va dire, énergétiques qui pourraient générer des moisissures, des problèmes de comportement des enveloppes extérieures existantes. Évidemment, renforcer les performances thermiques de l'enveloppe extérieure qui aujourd'hui se révèlent insuffisantes par rapport à la transition énergétique qui est attendue de ces bâtiments. Exploiter évidemment le potentiel spatial, fonctionnel de cette grange qui est associée au logement et essayer de conserver l'esprit du lieu tout en lui apportant un confort contemporain. Donc les plans, évidemment, ont été à même de générer d'autres organisations fonctionnelles. Donc, je vais passer un petit peu vite sur cette partie-là. Conserver la partie habitation, mais la repenser en termes de distribution, d'organisation intérieure. Et envisager, évidemment, de nouveaux matériaux d'enveloppe. Donc essayer de renforcer la performance de la toiture, donc rénover cette toiture, la doubler en termes d'isolant en apportant un isolant extérieur qui s'appelle le sarking. Donc c'est une enveloppe, je dirais, isolante, dense, qui est faite de laine de bois et qui va venir se poser sur la charpente existante, qui elle-même va être doublée à l'intérieur d'un isolant bois de la même nature mais relativement plus souple. Ouvrir, excusez-moi, à l'arrière côté sud-ouest une grande verrière qui va permettre d'avoir des apports solaires importants dans le volume de la grange et de la partie habitation. Et au niveau des murs, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec le... Voilà. Au niveau des murs, apporter un doublage isolant qui va permettre de générer une enveloppe, je dirais, extérieure complètement continue, qui maintient l'aspect extérieur de la ferme telle qu'elle est aujourd'hui, et qui garantit au-dedans une performance énergétique et un confort actuel. L'utilisation des matériaux locaux, notamment le bois, le Douglas, qui aujourd'hui est particulièrement développé dans le parc des Vosges du Nord, donc une essence locale qui a permis, disons, de retraiter complètement les ambiances intérieures tout en étant conforme à, je dirais, l'esprit du lieu et l'utilisation des matériaux locaux. Donc c'est un matériau qui a été utilisé pour habiller je dirais l'intérieur donc de la toiture, mais également en cloison intérieure, également pour le mobilier. Les menuiseries extérieures sont aussi en essence locale, en mélèze, donc un bois qui s'autoprotège, qui ne nécessite aucun entretien, aucun traitement particulier. Donc là, quelques photos de chantier qui montrent aussi les relations qui ont été établies entre la partie habitation et la grange. Donc l'idée aussi étant de créer des liens plus dynamiques entre une partie, je dirais, plus modeste en termes de proportion et la partie grange qui est en cours de chantier. Donc là, les ambiances en cours de fabrication, le chantier n'est pas terminé. Donc là, on voit notamment... Donc l'ancien colombage en chêne avec le torchis qui date de 1866 et puis le Douglas utilisé à la fois en plancher, en volige, donc sous rampant et au niveau des cloisons. Et la partie isolation des murs, je vais laisser la parole à Luc Moritz et à Manuel Seppel de Bâti Libre qui vont donc vous expliquer donc notre complicité autour d'un matériau local, d'un nouveau type, je dirais, alors qu'il est historiquement présent dans les constructions. Bonsoir. Donc on est effectivement intervenu sur ce chantier-là en proposant une solution un peu nouvelle qui n'est pas trop connue dans le milieu du bâtiment. C'est l'utilisation, on le verra sur certaines photos, de béton de chanvre. Ça, c'est un mélange de végétaux type chanvre mélangé à de la chaux et du plâtre comme isolant. Et sur ce chantier-là, on a utilisé donc le béton de chanvre et le panneau de roseau en coffrage et support d'enduit. Ce qu'on voulait, c'est utiliser des matériaux qui ont faible impact sur l'environnement. Et ça fait à peu près 2 ans qu'on utilise ce type de matériaux, en réfléchissant justement au cycle de vie. Donc voilà
pourquoi le choix de ces matériaux. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire énormément de choses avec, c'est-à-dire des habillages de rampants, aussi bien de murs, des formes courbes. Et l'avantage de ce matériau, c'est qu'il pousse tout seul dans la nature. On n'a pas besoin de semer, on a simplement besoin de faucher, de sécher et d'en faire des panneaux. Et en fin de vie, c'est quelque chose qui peut se recycler facilement. On peut le broyer ou le laisser à même le sol pour se décomposer. Voilà, j'ai laissé la parole à Manuel. Donc en fait, petit rappel simplement, on est une petite entreprise basée sur Agno, spécialisée vraiment dans la rénovation du bâti ancien avec des matériaux le plus naturels possible. Donc paille, chanvre, roseau. Voilà. Je laisse la parole. Alors bonsoir. Alors un petit mot sur la construction écologique, donc pourquoi et comment, c'était le titre de la présentation. Alors il y a le nom de cette citation là, vous avez certainement lu et qui vous a certainement choqué aussi, c'est le but. C'est de Jean-Marc Jancovici, le nom a disparu. Jean-Marc Jancovici, c'est un expert en énergie qui a écrit de nombreux ouvrages, qui a fait des conférences notamment à l'ENS et à l'Assemblée nationale aussi. Et donc pour lui, après analyse de toutes les possibilités qu'on a pour assurer la transition énergétique, le nucléaire, même s'il n'est pas spécialement pro-nucléaire, le nucléaire reste la solution la plus gérable. C'est-à-dire que tout le reste, selon lui, mène à une catastrophe écologique et ou économique. Donc c'était juste pour montrer qu'il est absolument nécessaire, à l'heure actuelle, de réduire notre consommation d'énergie. Sachant que les secteurs les plus consommateurs sont le transport et le bâtiment. Donc dans le bâtiment, on a, alors vous allez me dire, mais merci d'être venu, parce que dans le bâtiment, on a déjà la réglementation thermique. Mais la réglementation thermique, c'est que sur la consommation du bâtiment, et pas sur l'utilisation des matériaux. Donc là, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit avant, sur la démarche ACV. Il y a deux paramètres à prendre en compte dans le bâtiment, c'est les énergies grises et le bilan carbone. Donc les énergies grises, c'est la quantité d'énergie nécessaire lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un produit. Donc là, on revient sur l'extraction des matières premières, sur la production, sur le transport, à différentes étapes, sur la mise en œuvre dans le bâtiment, sur l'utilisation de ce matériau, et enfin, sur le recyclage, la fin de vie du matériau. Donc, un petit exemple qui illustre un peu les énergies grises. Pour produire une pile alcaline, il faut 50 fois plus d'énergie que ce qu'elle fournira pendant toute sa durée de vie. La fabrication d'un lave-vaisselle coûte environ 1000 kWh en énergie, soit autant que 770 cycles de lavage. Et pour produire 100 grammes de pâte de dentifrice, il faut autant d'énergie que pour faire tourner un ordinateur pendant 4 heures. Donc maintenant, là, un petit schéma rapidement, juste pour... ça, c'est des isolants. Donc, c'est le cours d'énergie grise pour un mètre carré des différents isolants. La botte de paille, on est ici. Et le polystyrène extrudé, on est là. Alors là, on a les matériaux laine de roche, fibre de bois dense, très haute densité, j'insiste quand même, parce que c'est souvent un matériau qu'on dit écolo, mais finalement, le cours d'énergie grise est assez conséquent. Et là, on retrouve un chêne vote, donc pour le béton de chanvre, les copeaux de bois, la laine de mouton, boîte de cellulose, etc. Deuxième part, il y a un diapo qui a sauté, c'est pas grave. Le deuxième, c'est le bilan carbone, j'en parlerai ici. Donc là, c'est une scope, là aussi ça a sauté, c'est une scope qui s'appelle Fihabitat, qui a fait un bilan, qui a rédigé un article en se basant sur plein de données. Et l'article, c'est « Les maisons passives sont-elles écologiques ?» Donc, on va se focaliser juste sur les deux du milieu. On compare un bâtiment passif, donc qui consomme très peu d'énergie en conventionnel, et un bâtiment BBC écologique. En orange, ici, on a la consommation sur 30 ans, donc tout usage, le chauffage, etc., etc. Et, ici, et en orange clair, on a les énergies grises, donc toutes les énergies qui ont été nécessaires pour les différents matériaux. Donc on voit que le bilan énergétique global est meilleur pour le BBC écologique que pour le passif conventionnel. Donc on a tout intérêt à essayer de maximiser le coût en énergie grise des matériaux utilisés dans le bâtiment. Et là, même graphique, donc là on retrouve la Fihabitat. Le même graphique pour le bilan carbone. Donc c'est les émissions de CO2 donc émises sur 30 ans, notamment pour le chauffage, et les émissions de CO2 émises pour la construction, donc l'utilisation de certains types de matériaux. Et là, on voit que pour le conventionnel, et comparé à l'écologique, ça n'a juste rien à voir. Donc là aussi, c'est des graphiques qui montrent qu'on a tout intérêt à essayer d'améliorer le bilan des énergies grises concernant les matériaux utilisés dans le bâtiment. Donc là, c'est ce qu'on essaye de faire chez Bâtilibre. Donc c'est un exemple de solution constructive. Donc lui qu'on a déjà un peu parlé, c'est du panneau de roseau. On le voit ici. Donc c'est du béton de chanvre allégé. Donc c'est un mélange de chêne vote, de la fibre de chanvre avec de la chaux. Et donc là, c'est allégé parce qu'on réduit la chaux.
Tout simplement parce que c'est banché, donc les panneaux de roseau ici servent de coffrage, et donc là on le voit ici en vue de dessus. Donc le panneau de roseau sert de coffrage et on va déverser derrière du béton de chanvre allégé, donc pauvre en chaux. Et le panneau de roseau donc, est un complément d'isolation et sert aussi de support d'enduit pour faire un enduit terre, ce que vous pouvez voir ici. Donc le roseau, on peut le découper en tout petits morceaux. Voilà, on peut intégrer les boîtiers pour l'électricité. On gère l'isolation des ébrasements, qui est souvent compliqué dans le bâtiment. Donc là, c'est autour de la porte d'entrée. Là, un exemple des différents panneaux disposés sur les murs. Les gaines techniques passent derrière. Elles seront noyées dans le béton de chanvre. Et ensuite, des enduits terre sur le panneau de roseau. Donc on voit encore qu'il y a bien du panneau de roseau derrière. Voilà, différentes autres photos. Et voilà le rendu final que ça peut avoir une fois que les enduits de finition sont mis sur la terre. C'est des enduits de finition à la chaux. Voilà. Je te laisse la parole pour les matériaux. Oui. Alors, on peut peut-être revenir en arrière. Ok. Oui, ce que je voulais vous dire par rapport aux matériaux, c'est on est aussi un peu, la soirée, c'est aussi le design et l'écologie. Ça c'est pour les designers, mais ce type de panneau, ça peut très bien se courber, se plier à 45 degrés sans problème. On peut en faire, Après, c'est aux designers d'imaginer plein de choses. Mais en tout cas, on peut faire plein de choses avec ce type de matériaux. Cycle de vie. On peut le recycler facilement, ça pousse tout seul, ça résiste à l'humidité, c'est perspirant, le bilan carbone est positif et l'énergie grise pareil. Donc c'est peut-être à vous, futurs designers ou architectes, de se pencher aussi sur des matériaux comme ça. Je voulais aussi vous parler rapidement d'une brique qui est en cours d'expérimentation, qui est une brique de terre-paille. Très peu de terre, beaucoup de paille, avec une briqueterie qui est à Orfelden, qui est la briqueterie Lanterre. Donc l'idée, c'est pouvoir isoler, dans certains cas, avec des matériaux 100% naturels. Donc brique, terre, paille. Ensuite, pour en revenir au panneau de roseau, il existe différentes épaisseurs. En termes de coffrage, on utilise souvent le panneau de 5 d'épais. Et si c'est des endroits où il y a moins de place, on utilise le panneau de 2, comme pour les ébrasements des fenêtres. Donc pour ces parties-là, les tablettes, avant de poser la vraie tablette. Et on vous a ramené un petit... après, vous pouvez toucher, vous pouvez un peu regarder de plus près. On a fait l'enduit terre il y a 2-3 jours là-dessus, comme échantillon. Donc l'idée, c'est d'amener aussi un corps d'enduit, ce qu'on appelle un corps d'enduit, une masse de terre, qui permet en même temps de réguler un peu l'intérieur de la maison, qui a plein de vertus, et ensuite de finir au choix avec un enduit à l'argile, un enduit à la chaux, ou de laisser la terre brute comme ça. Voilà. Donc c'était un peu vous parler de l'écologie dans le bâtiment avec des matériaux tout simples, roseau, paille, terre, un peu de chaux. Par rapport à la chaux, il faut quand même savoir que le bilan carbone pour produire de la chaux, c'est pas très écolo, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on met la chaux un peu à toutes les sauces. Il faut savoir qu'une chaux, quand on extrait le calcaire, la pierre, il faut quand même monter à peu près à 1200 degrés dans un four. En général, on utilise du charbon, voire du gaz au mieux, ou du bois, ou les deux, pour produire de la chaux, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a réduit aussi, nous, dans nos mélanges, la chaux. On a remplacé le liant avec du plâtre. On travaille également avec un industriel sur Paris qui nous fait les mélanges actuellement en prêt à l'emploi, quoi. Mais on est toujours vigilant par rapport à l'énergie grise, au bilan carbone, quoi. Voilà. Si vous avez des questions à la fin, on est prêt à vous répondre. Moi, j'aimerais juste rajouter aussi une chose importante. En fait, Luc Moritz et Emmanuel Zöpfel s'engagent à soutenir une filière qui est celle de l'association Gabion, qui vous allez peut-être pouvoir développer peut-être après. Et je pense que la filière aussi roselière est intéressante aussi à exploiter, puisqu'en France, on a beaucoup de roselières, mais que finalement, on a perdu un peu les savoir-faire autour du roseau. Et qu'il y aurait peut-être là toute une économie locale à développer, et qui pourrait effectivement trouver des débouchés dans ce type de rénovation, mais aussi dans la construction neuve, puisque quelque part ce sont des matériaux extrêmement intéressants.
Bon, je voudrais quand même aussi dire que c'est bien aussi de parler de la question des temporalités. Ce sont des matériaux qui sont effectivement comparables, je vais citer Philippe Rilling, à d'autres matériaux présents sur le marché. Je pense à des isolants plus classiques ou à des placoplâtres qui viennent effectivement se mettre en filière sèche, qui effectivement sont quelque part un peu plus rapide à la mise en œuvre, et que là, effectivement, on doit tenir compte des temps de mise en œuvre et des temps de séchage, et qu'il faut savoir redonner du temps au temps pour pouvoir faire une écologie, une éco-construction durable. Et donc, ça me semble aussi important de le souligner. Je pense que vous êtes engagés dans cette direction-là aussi. Et un dernier mot, aujourd'hui les panneaux de roseaux, en fait, on les achète en Allemagne, mais ça vient de Turquie, quoi. Donc il faut le savoir que le bilan carbone, pour l'instant, c'est pas terrible, mais on a quand même regardé sur le graphique, on est toujours dans les clous en termes de bilan carbone. Mais l'idée, c'est de développer avec le parc des Vosges du Nord une filière de fabrication de panneaux de roseaux. Là, chez nous, donc on a déjà rencontré le monsieur Nature qui gère les milieux humides. On a eu des réunions avec le parc et prochaine étape, c'est de récolter sur un site en Moselle et d'aller voir un des derniers fabricants en Bretagne qui nous fabrique un panneau et voir un peu le pro, entre guillemets, des panneaux de roseaux, donner un peu son avis là-dessus et ensuite faire un test en labo en termes de lambda, de résistance thermique. Et une fois que ça s'est validé, c'est de monter une filière avec des gens en insertion pour fabriquer les panneaux de roseaux, quoi. C'est ça un peu l'idée. Voilà. Donc on travaille en étroite collaboration avec le Parc des Vosges du Nord là-dessus. Et puis je voulais remercier Emmanuel Rombach parce que trouver aujourd'hui des clients qui sont prêts à installer du panneau de roseau, c'est aussi toute une démarche. Hein, parce que bon, on n'a pas l'habitude. Voilà, on se dit ouais, c'est bien, c'est super. Mais quand on va venir chez vous proposer le panneau de roseau, il faut franchir le pas, quoi. Donc l'écologie, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi vous, c'est tout le monde. Hein. Voilà. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Il y aura bien évidemment un temps de questions après les présentations, donc puisque les présentations sont relativement courtes, je vous sens bouillant. Donc je vous invite à aller voir tout le monde après. Merci en tout cas pour cette présentation. J'invite la deuxième équipe, Madame Vetter de Velum et Tamim Daoudi, designer. Bonsoir à tous. On va se présenter rapidement. Donc nous sommes fabricants d'éclairage et nous sommes des fabricants locaux d'éclairage avec un site de production en Alsace. Voilà. Donc rapidement, avant de vous dire un petit peu en termes de produits, aujourd'hui, nous réalisons des produits qui sont à destination clairement du B2B, à savoir donc l'ensemble des commerces, du tertiaire, de l'industrie. Et nous allons systématiquement tenir compte de la configuration des lieux, du besoin client pour justement ajuster au mieux les produits qu'on va leur proposer et les solutions que nous proposons. Ce qui signifie que... Je peux bien qu'on reste avant. Ce qui signifie qu'effectivement, avant même d'aller plus loin et de livrer un éclairage, on va étudier un projet. Étudier un projet, ça signifie optimiser par exemple le nombre de points lumineux. Optimiser quand on fait de l'éclairage par exemple urbain, eh bien ça ne sera pas de multiplier en fait le nombre de luminaires, mais par contre adapter la quantité de luminaires avec les bonnes optiques pour que justement on puisse optimiser au mieux la consommation justement de mâts, etc. Donc il est très important, avant même de se lancer dans un projet lumière, d'étudier l'ensemble de la configuration des lieux et d'optimiser l'implantation. Et c'est cette partie-là qui aujourd'hui nous permet de proposer la meilleure solution. Et ensuite, à partir de là, nous allons fabriquer à la commande les luminaires. Le fait d'avoir cette fabrication à la commande, donc on a 2 sites de production. Aujourd'hui, nous livrons les produits un peu en Europe, mais quasiment surtout en France. Eh bien, nos sites de production sont tous en France, ce qui signifie que on travaille au quotidien uniquement ou quasiment uniquement avec le tissu local. On fait appel systématiquement aux tôleries, etc., et à l'ensemble des extrudeurs, etc., français ou en tout cas du Bade-Württemberg en général.
L'éclairage aujourd'hui, c'est un produit qui est à très forte concurrence, vous le savez, mais surtout de produits qui viennent d'Asie et d'Europe de l'Est. Donc aujourd'hui, il n'existe quasiment plus de fabricants de luminaires, en tout cas à destination des professionnels et en telle quantité, en France. Je citerai simplement un chiffre. Philips, par exemple, qui avait 2 sites de production en France, on a fermé l'année dernière 2 en supprimant presque 500 postes. Et simplement, là encore, pour optimiser les coûts, mais ils n'ont pas pensé au bilan carbone. En termes de conception, on reviendra après, Damien, je le laisserai parler du projet qu'on a en cours. Mais en termes de conception, aujourd'hui, quand on conçoit un produit, on réfléchit toujours aussi à la quantité de matière que l'on consomme. Donc, grâce à des logiciels aujourd'hui de CAO, etc., on va analyser et on va optimiser la consommation de matière, ce qui va nous permettre de réduire l'impact. D'autre part, là encore, pour limiter la consommation en énergie des produits, eh bien, nous intégrons systématiquement les dernières technologies, ce qui nous permet d'avoir les meilleurs rendements du marché. Ça signifie environ 160 lumens par watt, sachant que les anciennes technologies d'éclairage étaient, par exemple, pour l'halogène, à une quarantaine de lumens par watt, et pour la fluorescence, à peu près à 80 lumens par watt. Donc on est 2 fois mieux que les tubes fluorescents ou que les ampoules fluorescentes. Évidemment, la seconde qualité d'utiliser les dernières technologies nous permet aussi de limiter toute la partie matière pour la diffusion de chaleur et pour réduire également l'impact et la consommation d'énergie. Encore avant, juste. Je reviens juste sur la partie carton. Alors effectivement, il faut limiter le carton. Aujourd'hui, nous, pour limiter le carton, nous fabriquons le carton à mesure en fonction des colis que nous expédions. Ce qui signifie que quand on va expédier 5 luminaires pour une pièce, on va fabriquer un seul carton où les 5 rentrent et non pas 5 cartons avec un luminaire dedans. Donc ça va réduire à peu près de 2 à 2,5 la consommation de carton dans une expédition. Également aussi le volume des produits expédiés. Et donc cette machine-là, formidable, elle les découpe en fonction des commandes. Bien sûr. Alors évidemment, les luminaires, ils sont souvent de plein de couleurs parce que justement les architectes et les créateurs, les designers, ils ont justement cette créativité qui va très très loin. Et nous proposons aujourd'hui, évidemment, de personnaliser les luminaires. Mais là encore, nous avons verticalisé la production en intégrant une chaîne de thermolaquage dans notre site de production. Une chaîne que nous avons voulu très peu énergivore. Et d'autre part, nous ne rejetons pas de poudre. Les seuls rejets qu'on a au quotidien dans la peinture, ce ne sont que de la vapeur d'eau. Le peu de poudre que nous avons et que nous récupérons, nous les recyclons et nous les donnons en fait à un fabricant de boîtes aux lettres qui fabrique des boîtes aux lettres de toutes les couleurs avec les petits restes de poudre qui subsistent. Donc voilà. Et après, sur notre site de production, parce que je pense que c'est quand même important de le noter, nous avons évidemment, je dirais, l'éclairage optimisé pour qu'on consomme le moins possible, mais nous chauffons aussi notre site de production avec des pompes à chaleur, là encore pour avoir une empreinte, en tout cas la plus faible possible. Donc dans cette démarche-là, effectivement, nous sommes très sensibles, en tout cas à l'empreinte que peut avoir, je dirais, notre usine et notre site de production. Et au quotidien, nous nous impliquons aussi pour même parfois, par exemple sur notre site de production, j'en parlais encore ce matin, on a préservé des variétés, des essences de bois parce qu'on a des arbres un petit peu rares et qu'on les maintient et qu'on va essayer justement de travailler à intégrer notre site de production avec l'environnement autour de nous. Alors on a des grands projets. Alors on essaye d'exporter. Alors il faut savoir que nous n'exportons jamais à plus que 2 jours de camion de notre site de production. Donc là aujourd'hui on a un souhait de nous implanter par exemple en Russie. L'idée c'est de créer un site de production sur place. Là encore l'empreinte carbone c'est important. Si on a trop de distance on n'est pas efficace. Voilà. Alors, je vais bientôt laisser la parole à Tamim. Ce que je voulais simplement dire, c'est que pour nous, évidemment, le design des produits, c'est important. Et vouloir, et en tout cas nous associer à un designer qui, lui, en tout cas a à cœur le design, c'est vraiment important. Et surtout, je dirais, l'impact environnemental. La collaboration qu'on a avec Tamim, elle a commencé cette année.
je dois dire que c'est une collaboration très très fructueuse. Je suis vraiment heureuse et je pense que les entreprises, elles ne travaillent pas toujours assez avec l'e-designer. Souvent, on se dit, oh là là, ça va être un fou, pas assez pragmatique. Il va pas comprendre effectivement que moi, j'ai une problématique argent, j'ai une problématique prix. Alors, vous souriez, mais c'est important parce que aujourd'hui, on a beau dire qu'on veut tous être écolo, etc. À un moment, il y a un coût derrière. Vous le disiez pour les roseaux, et bien c'est pareil. À un moment, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, si on arrive à produire en France des luminaires, c'est parce qu'on arrive à les produire à un prix marché. Mais si on essaye de les produire à un prix marché, c'est parce que on réfléchit dans tous les sens à comment utiliser le moins de matière, comment les fabriquer le plus vite, etc. Et toutes ces ingéniosités, eh bien, on les trouve grâce à des designers et aussi grâce à nos équipes, parce qu'on sait très bien que la richesse, eh bien, elle est dans les équipes et dans nos collaborateurs. Et tous les jours, quand je vois mes collaborateurs qui viennent avec une nouvelle idée, eh bien, je suis juste heureuse et très très fière d'eux. Et c'est ça qui nous fait vivre. Donc, Tamim, moi, je vais te laisser la parole. En tout cas, notre collaboration avec Tamim, elle a commencé cette année et je suis sûre qu'elle va continuer longtemps parce que quand on est en relation avec des designers qui ont compris les problématiques industrielles, eh bien, ça change la vie et ça nous donne surtout envie de continuer et d'avancer parce que fabriquer quelque chose de beau, c'est vraiment mieux que quand c'est juste efficace et moche. Voilà. Merci Anne, très bien résumé. Oui, merci pour votre confiance d'abord. Et puis c'est toujours un plaisir de se retrouver face à une entreprise qui comprend les enjeux du design. C'est pas toujours le cas. Des fois, on essaie en tout cas de faire preuve de beaucoup de pédagogie pour leur expliquer qu'est-ce que le design, comment ça fonctionne, combien ça coûte, quels sont les investissements, quand est-ce que le retour arrive. Bref, en tout cas, là ici, c'est une relation qui était assez claire et évidente. Je voudrais saluer le travail aussi de deux ingénieurs qui ne sont pas là, c'est Raphaël Correa et Frédéric Speich, avec qui le contact a très très bien marché. Et on a fait beaucoup d'itérations et le design aussi c'est une histoire d'itération beaucoup. C'est faire des dessins, discuter avec les ingénieurs, voir la faisabilité, comprendre les normes aussi. À propos de normes, très rapidement, par exemple, on a la séduisante norme IP67. Vous connaissez tous? Non? Alors IP67, c'est indice de protection. Et le premier chiffre, en fait, c'est le degré de pénétration de la poussière qui va de 1 à 6. Et le deuxième, c'est le degré de pénétration de l'eau qui va de 1 à 9. Voilà. Donc déjà, la norme n'était pas évidente. Et il y avait une autre norme, c'était qu'il fallait penser le luminaire, en fait le mât, en sachant qu'il faudrait mettre en fait un poids de 80 kg au sommet, de le laisser suspendre pendant 1 heure, et normalement il ne faut pas que ça bouge d'un iota. Alors quand on creuse la norme, en fait, c'est parce que apparemment par le passé, il y a des gens qui s'accrochaient au mât, qui grimpent 5 mètres de mât pour s'accrocher au mât, donc ça arrive. Et donc il faut tenir compte de cette norme-là pour concevoir ce produit. Alors très rapidement, je suis un peu étonné que ce soit cette image-là parce que c'est un projet. On a plein de projets avec Tamim. Aujourd'hui, c'est pas le projet qu'on a décidé de commercialiser, en tout cas de lancer immédiatement. Mais on l'a mis ici parce que pour moi, ça représentait un petit peu l'idée qu'on allait très très loin dans la recherche avec Tamim, puisque ce luminaire-là, c'est un luminaire qui représente une voile. Et l'idée, en fait, c'est que ce luminaire, il va au-delà de la fonction de la lumière. Alors évidemment, il éclaire, mais à partir de demain, l'idée, clairement, c'est de multiplier les fonctions de tous ces poteaux pour qu'on les supprime parce qu'il y en a beaucoup trop. Et en fait, la raison pour laquelle on a pris le premier ici, c'est pour dire que quand on a un luminaire, il peut être multifonctionnel, et c'est cette plurifonctionnalité qui est essentielle et importante. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'était de communiquer avec des voiles, et surtout d'apporter un petit peu, peut-être, une histoire à une ville qui a envie de partager certaines émotions, certains éléments. Et puis le principe clairement de la voile et du bateau, moi je vois bien ces éléments, peut-être le long d'une jetée, etc. C'est vraiment
le clin d'œil. Voilà. Donc là, effectivement, le principe de la voile, c'était aussi un support de communication. Hein, c'est pas innocent, ça permet aussi de communiquer sur des informations autour d'une ville, par exemple, ou d'événements. La gamme qui va sortir en janvier, c'est celle-ci. En fait, c'est la gamme Halo. Donc sur le principe, en fait, c'était alors effectivement, il y a les normes dont j'ai parlé, mais c'est des éléments qui sont réfléchis aussi en kit pour le transport. Il faut que ce soit facilement transportable. Le matériau, c'est l'aluminium, donc pas l'acier, tout simplement parce que c'est 3 fois plus léger que l'acier. Pour le transport, ça permet de consommer moins de carburant. Et donc, alors très rapidement, hein, ça paraît très simple, effectivement. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien aller vraiment à l'essentiel. Mais en fait, les éléments, si vous voulez, là, c'est rotatif, donc c'est rotatif à la verticale, à l'horizontale, et puis ça coulisse tout le long du mât. Donc le travail avec les ingénieurs était vraiment, voilà, on a poussé parce qu'en fait, il fallait imaginer aussi ce produit avec le moins de quincaillerie possible, le moins de vis possible, ce qui n'était pas évident comme exercice, mais on a réussi à trouver des solutions. Voilà, enfin d'autres éléments comme ici par exemple. Bon, ça n'a pas été retenu pour janvier, mais en tout cas, voilà. Donc des éléments en fait qui sont modulables, pliables. Non, ouais. Ce que je voulais encore dire, c'est qu'en termes de température de couleur par rapport au LED que l'on intègre, alors évidemment là, par rapport à l'empreinte carbone, la petite tranchette jaune de la LED, elle est fabriquée en Asie. Vous allez pouvoir chercher partout, mais elle est toujours fabriquée en Asie. Par contre, effectivement, aujourd'hui, nous on se source chez des intégrateurs, en tout cas, qui vont poser cette petite partie de silicium sur des supports plutôt en Allemagne ou en Autriche, ce qui là encore va un petit peu réduire l'empreinte carbone. Mais par rapport en fait au respect de l'environnement, et je trouve que ça c'est vraiment important, le choix de la LED, il est important parce que, il y a un coefficient d'éblouissement qui est du GR, donc il faut tenir compte parce que là, en fait, ça va perturber évidemment l'œil humain, mais également l'œil des animaux, etc. Et dans un second temps, il y a la température des couleurs. Il faut quand même savoir que quand on n'a pas les bonnes conditions en termes d'éclairement, eh bien, un lampadaire avec, je crois, 2000 lumens, il faut que je cherche la norme très précisément, peut détruire l'ensemble, 80% des insectes sur 1 hectare. Donc, vous vous rendez compte de l'impact que peut avoir le fait de mettre ou pas un luminaire, et surtout du choix du luminaire. C'est pour ça qu'on est aussi allé plus loin dans notre conception, en proposant en fait des luminaires qui ont des intensités gradables, par exemple, c'est-à-dire que quand on va être en tombée de nuit, c'est là qu'il faut le plus de vigilance, on va avoir un niveau d'éclairement, on va dire, plutôt fort, et après, plus on va avancer dans la nuit, l'idée, effectivement, c'est de réduire l'impact lumineux, non pas pour laisser les gens dans le noir, mais simplement que plus on arrive dans la nuit, plus on arrive à s'accoutumer, et là il s'accoutume, et en général, après, effectivement, l'impact du luminaire, eh bien, il sera beaucoup plus faible par rapport à l'environnement. On a travaillé aussi, alors ça me fait toujours sourire, mais on a travaillé sur un luminaire, par exemple, pour des chiroptères. Alors tout le monde connaît les chauves-souris dans les villes, et on sait très bien que ces chauves-souris, ce sont des adorables petits animaux. Mais le problème, c'est qu'il y a une niche dans les églises, enfin souvent sur les bâtiments, qu'on les éclaire, parce qu'on est très très fiers de beaux bâtiments, etc. Mais que le couple de chauves-souris, comme il croit qu'il fait jour, ben, il oublie d'ouvrir son petit. Et on a une mortalité incroyable au niveau des chiroptères, simplement parce que le bâtiment n'a pas été éclairé comme il fallait, ou alors que les luminaires que l'on propose ne sont pas forcément bien orientés. Alors là, on travaille sur un projet qui n'est pas complètement abouti. C'est un luminaire qui fait nichoir à chiroptère, donc nichoir à chauve-souris. Et comme on a justement la possibilité de peindre les luminaires à la couleur du bâtiment, eh bien le luminaire en fait sera quasiment invisible sur le bâtiment. Il éclairera, mais l'endroit dont part la lumière ne sera pas éclairé, et donc la chauve-souris elle sera super à l'aise dans sa maisonnette. Alors là, ça fait sourire, mais je peux vous dire qu'on a une telle baisse de notre biodiversité au quotidien que c'est essentiel qu'aujourd'hui, quand on construit dans nos villes, parce que nos villes elles sont éclairées au quotidien, et bien qu'on ait une réflexion sur l'impact de tout ce qu'on fait au quotidien et surtout l'impact de la lumière. Ensuite, alors on ne le voit pas très bien, mais tous les luminaires qu'on a conçus, même celui-ci, parce que celui-ci n'est pas encore conçu, mais il va être capoté au-dessus. Pour quelle raison? Parce que la pollution lumineuse que l'on a au quotidien, elle est abominable. Et quand
quand on regarde la Terre du ciel, eh bien on voit toutes ces pollutions lumineuses. Aujourd'hui, nous ne mettons pas de luminaire sur le marché qui va éclairer à plus de la ligne horizon. Et ça, en fait, par exemple, c'est une prise de conscience que tout le monde doit avoir. Quand vous concevez les fameux luminaires boules que l'on a vus, ben, c'est une hérésie, quoi. À un moment, il faut juste il faut y réfléchir. Et vous, designers, vous comprenez très bien que l'on peut marier effectivement l'utilité et la beauté. Vous trouverez bien des choses magnifiques. Et l'esthétique. Voilà. Non, mais je crois qu'on peut clore en fait. Hein. J'ai eu un rappel. C'est quand même important d'avoir cette démarche-là et de bien être conscient de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite enfin le dernier intervenant, Thibaut Schell, qui je crois n'est pas accompagné. D'accord. Tu seras tout seul. Ouais, j'en doute pas. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Allez-y, je vous en prie. Je vais à présent vous parler d'un projet qui met en œuvre la revalorisation des chutes de matériaux. Donc c'est une collaboration qui s'est faite avec une entreprise locale. Alors qu'est-ce qu'on entend par revalorisation des chutes de matériaux ? Tout simplement, vous avez votre feuille de papier, vous décidez d'y découper un cercle. Pour un bricolage, il va vous rester quoi ? Un squelette de découpe. À partir de là, qu'est-ce qu'on en fait ? On a deux possibilités. Soit on décide de le jeter dans la poubelle, ce sera incinéré, bof. Ou alors vous avez une corbeille de tri, vous le jetez dans la corbeille de tri, ce sera réintroduit dans un cycle de recyclage papier, c'est pas mal. Mais en fait, il y a une troisième possibilité qu'on appelle justement donc la revalorisation, et qui va permettre de se servir de cette chute, ce squelette de découpe, et de finalement ne pas le regarder comme une chute, mais comme de la matière première. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit ce projet, le projet Cycle. Donc comme je vous le disais, ça s'est fait en collaboration avec une entreprise, qui est une entreprise de tôlerie qui s'appelle Mesa Industrie, qui est basée en fait pas très loin à Utenheim. Alors elle fait quoi cette entreprise ? Elle fabrique surtout des éléments de gros volume, des conteneurs à verre essentiellement, également des armoires électriques. Donc qui dit objet de gros volume dit forcément aussi de gros volume de chute. Mais ce qui est intéressant pour nous, puisqu'on va pouvoir aussi en faire des choses. Donc quand je dis gros volume, c'est 150 tonnes finalement par an, ce qui représente 3 tonnes par semaine. Donc c'est quand même intéressant. À partir de là, on comprend bien que ces tonnes de chute, l'entreprise va devoir également les faire enlever du site. Donc c'est un coût financier pour une entreprise de gérer tout ce qui est chute de matériaux. En fait, c'était un petit peu le deal aussi de notre collaboration, c'était de dire, voilà, moi en tant que designer, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter, comment je vais pouvoir aussi définir avec eux une solution pour gérer ne serait-ce qu'une petite partie de ces chutes, mais les gérer. Donc à partir de là, une première étape a été de réaliser une étude finalement de la typologie des chutes de matière. Alors ici c'est un petit aperçu, hein, donc vous avez toutes sortes de choses usinées de manière plus ou moins différente. Ici un petit tableau qui reprend les différentes typologies avec voilà les quantités aussi analysées. On a compris, on a vu que ce qui revenait le plus souvent et en quantité, c'était finalement des bandeaux de tôle. Donc la tôle, vous voyez, les dimensions maximum peuvent aller de 2 mètres à 4 mètres. Hein, donc c'est quand même une grande feuille. Donc quand vous arrivez au bout, c'est comme quand vous découpez dans une feuille, ben voilà, il vous reste toujours un bandeau. Donc ce bandeau-là, on a décidé de les mettre de côté et de se demander ce qu'on pouvait faire avec ça. Voilà, donc ça ressemble à ça. Vous voyez la taille de la palette. Donc voilà, ça, c'est une chute de matériaux. Donc moi, en tant que designer, je vois ça, je me dis non, mais on va pas jeter ça dans la benne, quoi. Hein. Voilà. Bah, c'est ce qui se passe. Donc on va se demander, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc évidemment, on va pas refaire un énième conteneur à verre là-dedans, c'est pas possible. Donc on va partir sur des objets usuels du quotidien, des petites pièces.
Donc ça, c'était la première étape. Hein. On définit la chute, on définit la typologie de chute, le matériau. Ensuite vient une deuxième étape qui est la manière dont on va usiner cette chute. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on va la travailler? Donc là, il faut se demander. Donc on a vu donc avec le directeur Thomas Lekowski et son équipe, on a fait une étude au niveau du parc machine donc de l'entreprise. Donc il faut savoir qu'ils ont un savoir-faire quand même relativement développé. On trouve à la fois des découpeuses laser, on retrouve plusieurs poinçonneuses, on retrouve des postes de soudage évidemment, une cabine de peinture. Bon, bref, ça va, c'est très large. Maintenant, il a fallu se décider sur une technique. Là, on a échangé donc avec l'équipe et ils m'ont dit oui, mais en fait, je crois il y a encore une troisième poinçonneuse. On a 3 poinçonneuses et en fait, elles tournent plus beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont acheté il y a quelques années une découpeuse laser. Donc c'est une machine énorme. Hein. Ça fait quasiment la moitié de la salle. C'est extrêmement énergivore, mais ça fait des choses superbes. Mais du coup, ça prend un peu le boulot des poinçonneuses. Alors on s'est dit, on va utiliser ces poinçonneuses. Alors c'est quoi une poinçonneuse? Tout le monde sait ce que c'est qu'une perforatrice. Voilà, donc c'est la même chose. Donc c'est la même chose, mais en beaucoup plus grand. Donc vous y mettez pas une feuille de papier, vous y mettez une feuille de métal. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la poinçonner. Alors, on peut faire différentes formes. Hein. Ça reste assez basique, mais on a des rondes, des quadrilatères, des choses plus ou moins longues, des demi-lunes, etc. Donc, on a voulu être assez radical et se dire voilà, on va utiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle une matrice, une seule matrice. On a choisi donc le oblong avec une dimension bien précise. Alors pourquoi ce choix-là? Tout simplement parce que grâce à cette forme-là, on va pouvoir ajourer la matière, on va pouvoir réaliser des traits de pli. Donc les formes blanches sont les perforations, plus ou moins espacées, on va avoir un trait de pli. Et si on les superpose, on va avoir la découpe de la pièce, donc la forme de la pièce. Donc en fait, cette simple machine va pouvoir nous réaliser les traits de pli et également découper la pièce. Donc on va tout faire de A à Z. Donc finalement, c'est plutôt une belle machine, même si... voilà. À partir de là vient une troisième étape qui elle est l'étape on va dire plus créative, qui va être le dessin des pièces. Donc on a défini ensemble une collection. Alors là on voit 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Donc on retrouve par exemple une patère, un bougeoir, une étagère, des boîtes, soucoupes, des équerres murales, un cadre photo, une mangeoire pour azo. Donc c'est assez vaste, hein, c'est destiné à l'intérieur, à l'extérieur. Et là, vous les voyez à plat, donc on reconnaît bien les formes qui ont été découpées finalement dans des bandeaux. Hein. Donc on a respecté le deal et ce cahier des charges qu'on s'est défini dès le départ. Là, on les voit donc pliés. À partir de là, s'est posée la question suivante, donc les matériaux, la technique, le protocole ensuite de distribution, de comment allons-nous faire vivre ce projet. Là, on a fait le choix de fabriquer un projet à plat qui serait mis ensuite sous forme donc en 3 dimensions par l'utilisateur lui-même. Donc après une étape aussi de finition de thermolacage, on a voulu que l'objet soit distribué donc à plat, donc on peut très bien l'imaginer envoyé sous cette forme, donc simplement dans une enveloppe cartonnée par la poste. Pourquoi? Simplement parce que vous allez avoir un impact environnemental en termes de transport réduit à son maximum, hein, quelque chose de plat. Et pour une deuxième raison, pas moins intéressante, qui va permettre aussi à l'utilisateur de pouvoir plier l'objet de la manière qui lui convient. Par exemple, là on voit l'étagère. L'étagère, il est possible de la plier de différentes manières suivant la configuration recherchée. Donc il a fallu accompagner du coup l'objet évidemment d'un mode d'emploi aussi assez basique. Hein. On voit 3 étapes, c'est vraiment très simple. Vous avez une petite équerre en carton qui est livrée avec et chaque utilisateur plie son propre objet. Donc voici quelques visuels des objets. Donc ici, par exemple, une patère. Donc en termes de design, vous voyez bien que l'esthétique de la collection, de la gamme, a été finalement simplement dictée par les contraintes de départ, qui finalement ne sont pas des contraintes, mais sont un atout pour le projet et qui lui confèrent en fait son esthétique. Donc il faut bien comprendre après tout ça. Donc je reviens sur les étapes. Donc définition des chutes, les techniques,
et ensuite le travail de design et la distribution du produit. Donc c'est l'intervention du designer là, c'est faite vraiment en amont. Il faut bien comprendre que c'est vraiment une réflexion globale sur un projet. Voilà, donc un travail de revalorisation donc des chutes de matériaux. Et voilà, j'espère que vous avez saisi aussi l'enjeu. Je ne serai pas plus long parce que je pense qu'on a tous faim et soif. Mais je reste à votre disposition si vous souhaitez échanger aussi sur le sujet et toute chose. Merci à vous. Merci beaucoup Thibaut. Alors avant de passer la parole à Anne-Marie Sargueil, etc., je vous propose de découvrir 3 dispositifs en fait locaux qui visent à soutenir la démarche design au niveau de nos territoires notamment. Je vais laisser la parole à Angélique Gasmi du Génie de l'Habitat qui va vous présenter en fait qu'est-ce que le Génie de l'Habitat et la résidence des designers qu'ils ont mis en place. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis la fondatrice de ce Génie de l'Habitat. Je représente aujourd'hui les industriels qui sont fédérés autour de cette association. Il s'agit d'une association animée par les industriels de la région, mais aussi français. Les industriels qui interviennent dans le secteur ou le sujet de l'habitat et aussi bâtiment. Ça veut dire concrètement, c'est un ensemblier des compétences qui interviennent dans l'aménagement, l'agencement, l'ameublement et aussi la construction de l'habitat, mais des lieux de vie en général. Ils ont décidé de créer cette association pour qu'ils puissent se retrouver autour d'une table, définir une vision commune sur les lieux de vie d'aujourd'hui et de demain, des lieux de vie qui sont innovants, et bien évidemment mettre en place, partager, mutualiser des compétences comme le design, mais aussi des ressources et des outils qui leur permettent d'être le plus compétitif possible et qui leur permettent d'être le plus performant aussi possible. Et en fait, concrètement, cette association, elle fonctionne comme un écosystème ou un cluster. Vous avez entendu parler de toutes ces notions ou tous ces concepts. L'objectif, c'est connecter ces industriels dans un premier temps, parce qu'il y a une richesse extraordinaire sur le territoire, mais ces industriels, en tout cas les acteurs en général, ne se connaissent pas, se croisent, mais qui ne travaillent pas ensemble. Et en fait, la vocation première de ce cluster, c'était de connecter les industriels. Et aujourd'hui, on a connecté 80 industriels. On a les meilleurs chez nous. Pardon, j'ai pas besoin de PPT. En fait, concrètement, on a aujourd'hui 80 qui financent cette association, qui porte, qui développe des projets ensemble. Et on a une communauté d'industriels en Alsace. On peut être fier de ce territoire, puisqu'il y a la plus forte concentration de l'appareil industriel qui intervient sur l'habitat, qui se trouve ici en Alsace. On a une communauté de 150 industriels. Voilà, ces industriels sont connectés aujourd'hui ensemble, ils travaillent ensemble. On a initié pas mal de projets au niveau national. La Silver Economy, elle a émergé chez nous dans le pôle. Vous connaissez la marque Bois de l'entreprise Burger, qui est fondateur du pôle. Elle a été créée, elle a émergé dans le pôle. On a mis en œuvre, en tout cas sur le marché, une trentaine de produits innovants qui intègrent les notions de ce cluster. Et c'est quoi les notions? On revient. En fait, nous, on doit répondre aux enjeux de la société. La transition démographique, numérique, énergétique, tout ça. Et en fait, ça se résume en 3 concepts. On retrouve tout ça. C'est confort, autonomie, sécurité. Et en fait, nous, on se définit aujourd'hui comme un outil de reconquête industrielle au service de la société. Parce que nous, notre intervention, c'est de rendre, bien évidemment, de développer les entreprises pour les rendre heureux. C'est aussi de les monter en compétences, en connaissances avec leurs salariés. Mais la finalité pour nous, parce qu'on est cluster, on est là pour l'intérêt collectif, c'est rendre vous, en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur dans le lieu d'habitat ou le lieu de travail, quel que soit le lieu de vie, heureux, parce que vous accédez à l'innovation, vous accédez à des produits haut de gamme, on ne parle pas de haut de gamme, mais des produits de qualité, intelligents, etc., qui intègrent toutes ces notions, le design, mais pas que le design esthétique, mais l'innovation en général,
à des prix accessibles. Ça, c'est notre pari. Et pourquoi c'est accessible? Parce qu'on a des gens qui travaillent ensemble, qui mutualisent des ressources, et parce qu'on a l'appareil industriel, tout simplement. Au départ, on a fait la connexion entre industriels. On l'a réussi. Des gens qui portent aujourd'hui tous les sujets qui sont portés par Schmitt, par Hager, par toute cette liste, mais aussi vous avez des PME qui sont innovants. Après, on s'est rendu compte, parce que nous, on intervient on accompagne, on a un outil d'accompagnement sur l'innovation produit, process, marketing. C'est les 3 niveaux. Pour les accompagner sur les sujets de demain, le sujet innovant, on n'intervient pas sur des sujets classiques. On avait besoin d'intégrer dans cette association des compétences qu'on appelle des experts type designer, mais aussi des offreurs de solutions type Divaltou ou je ne sais pas quoi, tous les sujets de cette entreprise de futur ou de l'usine de futur. Au lieu qu'ils soient à l'extérieur, isolés, il faut les mettre dans cette association. Et en fait, à travers des réunions qui sont structurées, il y a une feuille de route, vous imaginez, c'est géré par des industriels, tout est structuré pour une action efficace. Et en fait, on a commencé par intégrer le designer à travers une résidence designer. La résidence designer, c'est quoi? C'est un collège de designers, parce que les designers, c'était perçu de l'extérieur, etc. Et pourquoi on a intégré le design? Parce qu'on a pu constater, comme toutes les institutions qui travaillent sur le sujet, que, à part les grands groupes qui font appel à des designers permanents, etc., les PME, des PME, de très belles PME, n'ont pas de bonne perception de design, de designer. Soit ils considèrent le designer, comme elle a dit Anne, des gens créatifs déconnectés du monde industriel. C'est vrai que ça, c'est une perception chez les industriels. Lui, il a rien compris, il est venu, il est déconnecté, machin. Ou sinon, ils ont aussi une perception que le design est inaccessible aussi en matière prix. Et en fait, concrètement, ces PME n'intègrent pas le design en amont dans la stratégie de l'entreprise. Et ils pensent que le design, c'est un bon dessin, tout simplement, c'est l'esthétique. Nous, on a créé cette résidence qui avait pour objectif, il y avait beaucoup de phases, beaucoup de travaux qui sont menés, qui avaient pour objectif à travers cette intégration des designers dans le pôle, dans cette famille, c'est une famille, c'est un écosystème, ça permettra de sensibiliser. C'est la connexion de notre métier, c'est le mariage. L'innovation, elle vient de mariage. Et ce cluster, il est pluridisciplinaire. Et c'est ça la richesse, elle vient de là. En fait, c'est ce travail pédagogique pour expliquer que le design, c'est une source d'innovation. Et en fait, on a proposé concrètement notre force, on négocie un prix pour le collectif, et on confie aux designers un cahier de charges. Parce que cette organisation, elle veut que ces entreprises, ces industriels, intègrent la notion de design, l'éco-conception, etc., tous les sujets, les matériaux innovants, process innovants, machin. Et en fait, on lui confie un cahier de charges et on va faire un travail de sensibilisation à nos industriels qu'ils ont besoin, parce qu'on est proche de ces industriels, on sait qu'il va développer tel et tel produit ou tel et tel service. Et en fait, c'est le pôle, c'est le génie de l'habitat qui fait tout, et qui signe les contrats et on connecte les gens. Et concrètement, en l'espace de 1 an, je vais vite, en l'espace de 1 an, on a fait 10 contrats avec des industriels importants que vous connaissez dans la région. Schmitt, on se demande pourquoi elle fait appel à nous. Schmitt, elle fait appel à des designers étrangers et pas régionaux. Grâce à notre structure, elle fait appel à un designer régional. Et ce designer, il a permis de développer un produit qui a eu le label de Janus de l'industrie. En dehors de Schmitt, je prends l'exemple de Sevoussi, qui est une petite structure, et qui a, petite structure, 50 salariés, et qui a découvert ce designer. Et aujourd'hui, il pérennise le contrat. Parce que nous, notre objectif, c'est fidéliser la relation avec le designer. Il n'a pas de designer intégré, il va faire appel à des designers. Juste pour finir, parce qu'on a le directeur de cette belle école qui est là, notre vocation, c'est mettre en place aussi de nouvelles structures, des outils qui renforcent l'attractivité de notre territoire, etc. Par rapport aux structures, ce qu'on a mis en place, un outil magnifique qui n'existe pas ailleurs. Il y a un seul outil à Paris et nous ici, on s'est battu pour créer une bibliothèque de matériaux qu'on a appelée la matériothèque. Bibliothèque de matériaux, process, système innovant. Vous parlez de matériaux, de l'écologie. Tout ça, on le trouve dans cette bibliothèque. 2000 matériaux, process, systèmes innovants qui sont disponibles en Alsace et qui se déplacent. On a investi dans la fabrication des modules qui se déplacent, qui peuvent venir à l'école ici d'architecture pendant 3 mois pour qu'ils puissent apporter un support pédagogique aux futurs prescripteurs, parce que c'est vrai que la culture matériaux, malheureusement, elle est faible chez l'ancienne génération, j'appelle ça, et d'où l'importance de former la nouvelle génération, aussi bien industrielle et prescripteur. Et j'ai une nouvelle à vous annoncer aussi.
on va développer en 2018 le premier rendez-vous salon de l'industrie et de l'architecture. On a une richesse extraordinaire d'industriels, mais du côté de Rhin supérieur, côté Suisse, Allemagne, il y a la plus forte concentration de la prescription. Et il n'y a pas un lieu qui connecte. Notre métier, c'est la connexion. Et en fait, on est intéressé, votre école nous intéresse. On a mené des concours, d'ailleurs importants au niveau national, concours de l'architecture, concours de l'industrie. On connecte les industriels, on les connecte avec les professionnels, mais on veut les connecter aussi avec les futurs prescripteurs, les futurs architectes, etc. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci de votre écoute et désolé de prendre un peu le temps. Merci Angélique. Je vais laisser la parole quelques minutes aussi à Zoé Lombard du pôle Fibre Énergie Vie qui va vous présenter l'accompagnement du coup qui propose Simeco. Bonsoir à tous, je serai très rapide. Donc, je suis chef de projet au pôle Fibre Énergie Vie, donc qui est un pôle de compétitivité dédié aux matériaux et bâtiments durables. Donc, pour en fait resituer dans le contexte, en fait, le pôle Fibre en 2009 avait lancé un programme d'accompagnement à l'éco-conception et à l'éco-marketing. Donc, une quarantaine en fait d'entreprises avaient été accompagnées. Sur à la fois des projets d'éco-conception, de reconception, mais également vraiment des projets d'innovation, de rupture. Et donc depuis la fusion en 2015, donc le pôle Fibre Énergie Vie s'est repositionné sur le domaine donc des matériaux et bâtiments durables. Donc on a actuellement en fait on a reconfiguré l'offre Simeco donc pour accompagner vraiment tous les acteurs de la chaîne de valeur donc du domaine du bâtiment. Que ce soit en amont en fait au niveau des industriels ou des fabricants de matériaux, d'équipements, et jusqu'aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, et même également les collectivités à l'échelle à la fois du produit, donc dans le bâtiment, du bâtiment lui-même, et à la fois aussi du territoire, comme Philippe Rehling parlait de symbiose industrielle, tout ce qui va être écologie industrielle et territoriale. Donc plus concrètement, voilà, c'est un peu un schéma qui reprend l'accompagnement qu'on a au niveau du pôle, avec différents niveaux. Donc un premier niveau en fait de sensibilisation. On va lancer en 2018 donc un club éco-transition. Pour information, on organise la semaine prochaine une matinée sur l'économie circulaire dans le bâtiment. C'est ça qu'il y a un gros travail de sensibilisation des acteurs. Le secteur du bâtiment bouge, mais pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc voilà, un premier niveau de sensibilisation pour vraiment fédérer en fait une communauté, donc animer une dynamique autour de tous ces sujets de matériaux, d'énergie, tout ce qu'on a déjà dit. Un autre niveau aussi donc de formation avec 2 modules principalement, à la fois sur les enjeux et bénéfices de l'éco-innovation dans le bâtiment, également aussi sur le marketing. On s'était rendu compte qu'il y avait vraiment, pour justement les bâtiments, les produits trouvent leur marché, il y a vraiment aussi tout un travail au niveau du marketing à faire et pas tomber justement dans tout ce qui va être greenwashing, etc. Donc 2 modules de formation. Après, quand les entreprises donc, veulent aller plus loin et s'approprier donc ces sujets et avoir un regard un peu sur leur activité, leur écosystème, on propose donc un diagnostic potentiel environnemental. Donc vraiment avoir un tour d'horizon des potentiels en fait de l'entreprise. Et après, plus concrètement, on va avoir des modules plutôt à la carte, donc en s'appuyant sur un réseau d'experts. Donc au niveau du produit, donc des ateliers d'éco-innovation pour faire émerger donc des concepts de fort qui sont vraiment co-construits en fait avec l'entreprise. On ne vient pas apporter en disant voilà ça serait bien de faire ça, mais c'est vraiment avec l'entreprise où il y a des pistes voilà, qui émergent. Et donc c'est vraiment après repris par les acteurs et donc porté au niveau de l'entreprise. Après avec un accompagnement à la carte pour déployer la feuille de route des concepts qui ont été émergés. Au niveau du bâtiment, donc on a un accompagnement à la maîtrise d'ouvrage sur des programmes donc de bâtiments innovants. On parlait de la réglementation thermique, c'est vrai que la future réglementation sera à la fois aussi environnementale en prenant vraiment le contenu carbone en fait des matériaux de construction. Donc c'est vraiment en expérimentation. Et à la fois aussi sur le territoire, comment avoir des synergies, que ce soit entre les bâtiments ou même entre les différents acteurs, pour optimiser toutes ces boucles de flux de matière et d'énergie. Donc voilà un peu, on intervient à la fois sur différents volets pour vraiment faire monter en compétence les acteurs du bâtiment en grand test. Voilà. Merci. Merci beaucoup Zoé.
Je vais clôturer ces présentations de dispositifs juste en vous présentant très rapidement un autre dispositif local qui est porté en fait par l'association Accro dont je fais partie. Je suis chef de projet au sein de l'association. Donc c'est l'appel à projet Tango Escan. Donc Tango Escan en fait est un appel à projet qui a été créé en 2012 par l'Eurométropole de Strasbourg. On en est aujourd'hui en 2017 à sa 6e édition. Donc, quel est l'objectif en fait de cet appel à projet? C'est de financer en fait des projets qui sont portés par un binôme. Donc, c'est vraiment là la spécificité. Un binôme où le porteur de projet en fait est soit issu des industries créatives, donc un designer, un architecte, ou issu de l'économie numérique, et il va travailler avec un partenaire qui doit être d'un autre secteur que celui du porteur de projet, et il peut se trouver n'importe où dans le monde. Pour préciser, le porteur de projet doit être à Strasbourg, à Metz ou à Nancy, et cette année, à partir de 2018, à Mulhouse aussi, puisque Mulhouse rejoint aussi l'appel à projet. Il y a désormais 4 villes qui feront partie de cet appel à projet, et l'objectif, c'est voilà de financer des projets créatifs et innovants. Donc l'objectif ultime, c'est de favoriser le développement économique du territoire, et de favoriser des compétences et des synergies croisées entre des acteurs peut-être de différents secteurs qui n'auraient pas l'opportunité de travailler ensemble de manière naturelle. Alors aujourd'hui, comme je le disais, il y a Strasbourg qui est à l'initiative de l'appel à projet. Et il y a 2 villes qui ont rejoint en 2017, et Mulhouse fera désormais partie de l'appel à projet à partir de 2018. Donc c'est un appel à projet qui permet de financer jusqu'à 50% d'un projet que vous soumettez et jusqu'à un montant de 20 000 € maximum. Donc depuis 2012, on a financé 140 projets. À la fois du coup surtout sur l'Eurométropole de Strasbourg, mais aussi du coup 4 projets à Nancy, 4 projets à Metz. On a mené une étude d'impact en fait avec le Beta et la faculté des sciences économiques et de gestion de Strasbourg pour un peu voir quel a été l'impact de Tango Escan depuis ses débuts. Donc Laurent Bach, qui est notamment dans la salle, et ses équipes ont interviewé une grosse partie des lauréats de 2012 à 2015 et une partie des non-lauréats justement aussi qui n'ont pas reçu une subvention. Et l'idée, c'était de voir quel a été l'impact de Tango Escan sur ces projets. Et il y a des indicateurs très intéressants. Il y a d'ailleurs des prospectus, je vous invite des programmes avec le détail en haut à le lire, qui montrent qu'en fait, pour 1 euro de subvention, 3 € de chiffre d'affaires ont été générés derrière. Il y a plus de 28 emplois qui ont été maintenus ou créés à la suite de la subvention. Et une autre statistique très intéressante, c'est que 50% des projets n'auraient pas eu lieu sans la subvention de Tango Escan. Donc pour 2018, juste pour information, les dépôts de candidature commenceront en mars pour une fin de clôture en mai avec un jury en juin, et chaque projet lauréat a 8 mois pour dérouler le projet qui co-construit. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, on a énormément de designers qui sont passés par l'appel à projet Tango Escan. Il y en a dans la salle, Tamim, Philippe, qui ont eu l'opportunité de bénéficier de cet appel à projet pour pouvoir travailler et porter des travaux assez concrets et très stimulants à la fois pour le territoire et aussi pour leurs activités. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir auprès d'Accro ou même Valentine Lepage de l'Eurométropole qui travaille avec nous sur le sujet. Je vous propose de laisser la parole à Anne-Marie Sargueil de l'Institut français du design, qui est venue directement de Paris pour participer avec nous à cette soirée, qui va faire la conclusion du coup de cet événement. Et ensuite, je vous propose de continuer les échanges autour d'un cocktail qui sera à l'étage. Donc si vous avez des questions, je vous invite à aller voir directement les intervenants pour échanger avec eux. Vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin de micro? Je suis devenue un flamant rose. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, si dans 2 secondes je tombe, le fauteuil me retiendra. Vous avez faim, donc je vais aller très vite. J'ai retenu quelques mots quand même qui sont la conclusion. D'abord, d'où je viens. J'ai la chance d'animer une organisation qui s'appelle l'Institut français du design, qui a été créée après-guerre, en 1951, et qui a été créée par des dirigeants industriels. À l'époque, il y avait quand même quelques designers, dont évidemment Roger Talon, et qui se sont dit, mais c'est pas le tout d'aller construire ce pays, de développer nos entreprises.
Et ils étaient déjà très visionnaires à l'époque, puisqu'ils se sont posé la question et du développement durable, en disant que le bon design, c'est celui qui impactait le moins l'environnement, donc économie des ressources et des moyens, et qui avait la volonté, évidemment, de rendre la vie meilleure. Alors, on parlait pas d'écologie à l'époque, bien que je vous ai cité cet exemple de démarche de réflexion, parce que vous êtes tous très jeunes ici, mais c'est vrai que cette période des 30 Glorieuses a peut-être apporté pas mal de pollution. Elle a apporté aussi beaucoup d'enthousiasme, et moi j'ai eu la chance d'être dans l'héritage de cet enthousiasme. Alors, on gère un label qui s'appelle le Janus, qui a été décerné à Tamim, c'est comme ça que je le connais. Et tu as raison de dire que ton métier, c'est d'abord de la pédagogie, ce qu'il faut encore expliquer aujourd'hui. Mais expliquer, c'est convaincre, et puis convaincre, c'est donner envie d'eux, c'est voilà. Si tu donnes pas envie, on n'ira pas. Hein. C'est comme le bio, tu amènes un truc dégueulasse à tes enfants, tu leur dis c'est bon, vous devez le manger, c'est bio. Ben non, si c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà. Donc tu dis plus c'est bio, tu dis plus c'est du bon design, tu le fais et tu convaincs avec des résultats. Sinon, ton client ne te suivra pas. Moi, j'ai retenu quelques mots qui ont été dits, qui sont importants. Le premier, je reprends donc celui de Tamim, qui est la pédagogie. On a des enjeux considérables parce que la transition énergétique, c'est un énorme enjeu qui impacte l'économie, qui impacte la terre, qui impacte la vie quotidienne des gens, qui touche à l'emploi. Donc, je ferai pas tout un discours là-dessus, mais je pense, en tout cas c'est ma conviction, elle est partagée par beaucoup, que en matière d'innovation, la meilleure façon de bien innover, c'est quand même d'utiliser la démarche design. C'est pas que les designers qui sont responsables de la démarche design. Moi, je pense que quand Anne Vetter te fait confiance, elle s'inscrit dans cette démarche design. Donc, la meilleure façon probablement de réussir l'innovation, c'est d'y intégrer le design. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la dimension humaine, il y a la dimension écologique, il y a la dimension qui fait qu'on facilite la vie des gens. Et je reprendrai donc un des premiers mots que j'ai entendu, c'est l'intelligence collective. Alors, ne croyez pas que les designers sont des gens qui travaillent dans leur coin, ou alors c'est des mauvais designers et ils n'auront pas de boulot dans très peu de temps. Le bon design, c'est un design qui est partagé. Et qui est partagé parce qu'il faut des expertises. Et quand on parle tout à l'heure, vous l'avez rappelé, de ces savoir-faire traditionnels avec des utilisations de matériaux extraordinaires, oui, il y a de la formation qui va avec. On est bien là encore dans l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il faut embarquer avec le design, il faut embarquer tout un écosystème et toutes les parties prenantes qui vont avec. Donc, vous avez parlé d'intelligence collective, et ça, c'était vraiment très intelligent. On a évoqué la question de la formation et de la valorisation des savoir-faire. Vous avez beaucoup parlé de nature. Moi, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, mais vous le connaissez tous. J'ai beaucoup pensé au biomimétisme aussi, qui aujourd'hui est une expertise dont on a beaucoup besoin, parce que la nature, c'est probablement, avec tous les millions d'années qu'elle a, le meilleur laboratoire de recherche et de développement que l'on puisse connaître. Vous avez également parlé donc de parcours client, d'usage. Il y a un mot clé dans le design, c'est le mot utile. Si c'est pas utile, on laisse tomber. Voilà, ça doit être utile. Mais utile, ça veut dire qu'on se pose tout le temps des questions. Il n'y a pas que le client. L'utilisateur au sens le plus large, dans les parties prenantes, d'abord c'est les collaborateurs de l'entreprise, parce qu'il faut embarquer là aussi toute cette intelligence collective. Et puis il y a le non-client. Le non-client, c'est celui qui ne doit pas supporter et subir une innovation, un produit ou un service qui ne serait pas utile. Vous avez beaucoup parlé d'usage et de parcours. Ça, je crois qu'effectivement, tu as raison d'acquiescer. Tu sais que c'est tout le temps la question que te pose ton client, quel est le parcours de l'utilisateur, mais quel est le parcours, toi qui es dans un produit B2B, Anne, c'est aussi le parcours en interne. Et comment tu vas faire travailler toutes ces personnes de l'entreprise qui vont aboutir à une solution qui doit être évidemment la solution la plus économique. Alors, je vais vous donner juste un tout petit point de repère, après vous pouvez vous précipiter au cocktail. Quand on décerne le label Janus, qui a été créé par arrêté ministériel, encore une fois, que Tamim a obtenu avec un de ses clients, on dit qu'il doit y avoir 5 enjeux qui sont respectés. Et ces 5 enjeux, vous pouvez les retrouver dans d'autres domaines, mais bon, je suis sûre que quand je fais mes courses, ils sont présents dans ma tête, qu'on a appelé les 5 E. Ils sont pas hiérarchisés, hein. Il y a le E de l'économie. Un investissement, il doit toujours avoir un objectif économique. Et la notion d'économie, c'est la notion de gain au sens large. C'est gagner du temps, gagner de l'argent, gagner de l'espace, gagner moins de fatigue, moins de pénibilité, etc. Et pour l'entreprise, évidemment, le ROI, ça sert à quoi? Je veux bien investir, Diane, je veux bien mettre de l'argent, je sais que ça va me coûter, bon, mais est-ce que je vais gagner quoi? Ça va me rapporter quoi? Est-ce que je vais économiser de la matière? Est-ce que je vais économiser, enfin bref, tout ce qui fait qu'en termes de gains, elle aura surtout de nouveaux clients. Donc il y a le E de l'économie. Il y a un deuxième E
qui est celui qu'on appelle l'ergonomie. Alors ceux qui viennent de l'origine, on appelait ça l'interface homme-machine autrefois, donc l'IHM. Le de l'ergonomie, c'est tout ce qui va faciliter en termes de gestes, de maintenance, d'intervention, et qui va donc permettre là aussi de gagner. Mais l'ergonomie, c'est quand même une expertise. C'est pas parce qu'on décide que un produit. Là, par exemple, vous voyez ce que je trouve formidable. Moi, j'ai pu venir de Paris. Bon, l'interface SNCF, c'est top. Je suis arrivé à la gare, mon collègue, il est moche. Tu pourrais le dessiner, s'il te plaît. Non, c'est pas possible, ça. Je me suis retrouvée. J'ai cru que je partais à l'échafaud, là, à un moment donné. Bon. Mais à part ça, c'est génial parce que le fauteuil il se plie, c'est très confortable, etc. Donc l'ergonomie, faciliter la vie des gens et faciliter la notion de parcours qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client, expérience utilisateur. Il y a un E d'esthétique. Alors ne croyez pas qu'on vend que du visuel, mais l'esthétique, c'est aussi une façon de s'approprier une solution. On voit bien que, enfin, je reprends la phrase de Dassault, un bel avion est un avion qui vole bien. C'est vraiment l'intégration de tous les composants et puis des solutions qui vont effectivement faciliter un choix et une meilleure adhésion. Il y a un E d'éthique qui inclut la composante environnementale, mais pas que. Une entreprise qui nous dit j'ai réfléchi avec un designer sur l'organisation d'un produit nouveau et je peux garder cet outil de production. Oui, c'est effectivement une solution éthique. Vous avez beaucoup parlé d'emploi aujourd'hui, un des enjeux majeurs dans tous les exemples qui ont été donnés. Et puis un dernier E qu'on appelle émotion. Et le émotion, c'est l'effet waouh, c'est tout ce qui va plutôt toucher notre mémoire ou une partie plus sensorielle. Donc voilà, les 5 E, et j'ai la chance d'animer, enfin je vote pas dans ce jury, mais j'ai la chance d'animer un jury qui est composé de personnes pluridisciplinaires, et grâce à toi, sans doute, je suis ici aujourd'hui, parmi les personnes membres de ce jury, donc Elisabeth Leck, des personnes qui écoutent les candidats, qui viennent présenter leur cahier des charges, bourré de contraintes, comme quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, et quelles sont les solutions qui ont été apportées, qui sont challengées par tu poses d'ailleurs beaucoup de questions, et dans les questions que tu poses, tu apportes aussi des conseils, et je crois que c'est ça qui est important, c'est ce challenge. Il n'y a pas d'innovation qui ne soit pas mesurée, et dans l'éco-design, ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris, l'éco-design, ça se mesure, comme le bon design se mesure. Voilà, mais je suis ravie d'être parmi vous, j'ai pu rester debout beaucoup plus que d'habitude, donc ça veut dire qu'il y a des progrès. Merci, vous me faites faire des progrès. Et je serais ravie de prendre un verre avec vous tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Anne-Marie. Je vous propose du coup de monter d'un étage et de bénéficier du cocktail du coup par le traiteur Rome. Et voilà, une très bonne soirée et merci d'être venus aussi nombreux.